c'est marqué Olam Chesed Ibané, le monde est construit par la bonté. Maintenant, cette notion, c'est une notion très, très riche. Parce que si on décompose la phrase Olam Chesed Ibané, Olam, c'est un monde, Chesed, par la bonté, Ibané, il sera construit. Maintenant, on sait que Boné, dans Shabbat, dans les lois du Shabbat, Boné, c'est mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. C'est une des manières de Boné, de construire. Par exemple, il y a une pierre par terre qui est déjà taillée, on a un mur qui n'a pas besoin de ciment, on prend la pierre, on la met sur le mur, si on la met bien en place, on a transgressé Boné. Mais en vérité, on n'a pas construit, on n'a pas vissé, on n'a pas scellé, on n'a pas mis de... Oui, mais c'est comme ça que ça se construit. Donc, comme les pierres du Beth Amikdash, par exemple, ou les pierres du Kotel, il n'y a pas de ciment. Ouais, elles sont posées comme ça. Donc, dès qu'on pose la pierre, bien installée, ça s'appelle construire. Maintenant, Boné, c'est binyan. Et on sait que le mariage, c'est un binyan. On dit binyan adéad. C'est-à-dire, c'est une construction à l'infini. Maintenant, il y a deux lectures. Soit on dit que ça veut dire que c'est une construction, un bâtiment qui durera éternellement. Parce que le mot binyan en hébreu, il veut dire bâtiment et il veut dire construction. Donc, soit c'est l'action de construire qui va durer pour l'éternité, c'est-à-dire qu'un homme et une femme sont condamnés toute leur vie à construire leur couple. Ou alors, binyan, c'est un bâtiment qui est construit, c'est-à-dire qu'à un moment, on a atteint un certain niveau de complicité, de solidarité, qui fait que, au Hachem, on n'a plus besoin de travailler sur le couple. Alors, je voulais juste vous prévenir d'avance que c'est la deuxième solution. Ouais, elle est mauvaise. Parce qu'il faudra travailler toujours. Et d'ailleurs, quand les goïms ils parlent de la routine et que les sentiments ne sont plus là et que la passion nous a quittés, c'est justement parce que le travail s'est arrêté. Pourquoi ? Alors, c'est pas parce qu'on est tout le temps en danger et qu'on est obligé de travailler. Évidemment qu'on ne travaille pas de la même manière et qu'il y a des acquis au fur et à mesure du temps. Mais c'est surtout qu'en fait, ce qui fait qu'on est là avec l'autre, et qu'on est fondu dans l'autre et qu'on est solidaire de l'autre, c'est parce qu'on fait le travail. C'est un peu comme la pâte. Quand vous prenez de la farine et de l'eau, ce sont des éléments a priori complètement différents puisque la farine est extrêmement sèche. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de prendre une cuillère de farine le matin. Ça s'appelle une crise d'asthme, d'accord ? Ou alors, et l'eau par contre est très très humide. Le taux d'humidité de l'eau est le plus haut qui existe. Je pense pas. On a un pharmacien avec nous, donc on ne peut pas trouver plus mouillé que de l'eau, d'accord ? Donc l'eau et la farine ne se ressemblent pas, un peu comme l'homme et la femme, parce que l'homme ressemble à la farine, puisque c'est lui qui détient le blé, d'accord ? Et la femme ressemble à l'eau, puisqu'elle pleure facilement. Donc, et les deux ensemble ne se ressemblent pas, mais quand on les mélange de manière homogène, ça fait une pâte. Et la pâte, elle est bizarre la pâte, c'est que plus on la mélange, et plus elle est bonne. Plus on la pétrit, plus elle est bonne. Toutes les femmes qui pétrissent savent très bien que plus on pétrit la pâte, plus elle est bonne. D'ailleurs, dans les halachot de Motzi, dans le Shulchan Aruch, un des signes pour reconnaître un pain qui est Motzi, c'est que quand on déchire le pain, alors il va y avoir des fibres qui vont sortir. Si le pain se casse en deux, ouais, c'est une matzah. Ça s'appelle une pâte brisée, un peu comme ton cœur, d'accord ? Non, il faut que la chose, elle est en fibre, donc quand on va tirer, ça va se séparer. De la même manière, un homme et une femme, ils sont ensemble. Pourquoi ils sont ensemble ? Parce qu'ils sont mélangés. Maintenant, quand l'eau et la farine se mélangent, bien que l'eau, encore une fois, elle est très très différente de la farine, comme l'homme est très différent de la femme, mais quand on les mélange, ça fait un mélange homogène. Ce mélange s'appelle la pâte. Ok. Maintenant, d'un côté, on a un avantage, d'un côté, un inconvénient. Pourquoi ? Parce que, imagine, on fait un deal, d'accord ? Moi, j'ai 200 litres d'eau, toi, tu as 200 kilos de farine. Tu dis, tu sais quoi, on va faire un business, on va faire des chalot Shabbat, on va gagner de l'argent à Charenton, ouais, on va pétrir à 4h du matin, on va vendre à 9h, on va faire de l'or. Et puis, on s'engueule tous les deux, moi, je peux plus te voir, j'aime pas ta tête. Bon, alors, tu sais quoi, rends-moi ma farine. Je dis, non, je peux pas, on a fait la pâte. Bon, alors, reprends ton eau, on peut pas. C'est impossible. Donc, bien que les deux éléments sont entièrement différents, mais quand on les mélange, ils deviennent homogènes, on peut plus les séparer. Oui, non, oui, non, oui. Alors, comment les gens divorcent ? Dans le pétrin. Parce qu'ils ne se mélangent pas. Alors, là, il arabe. Je vois que la concurrence arrive. Alors, juste si je peux demander quelque chose, c'est qu'il y a un droit constitutionnel auquel il ne faut jamais renoncer, c'est ce qu'on appelle le droit de se taire. Donc, faites cet effort et je vous laisserai vivre vos droits. Non, parce qu'en vérité, j'ai pas de feuille, vous voyez le plan du cours. Donc, ça me déconcentre et c'est dommage parce que je me sens obligé de répondre. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici ? Ici, c'est marqué qu'en fait, les gens divorcent parce qu'ils ne se mélangent pas. Parce que quand tu te mélanges, tu changes pour l'autre. Parce que la farine, elle a changé pour l'eau. L'eau, elle a changé pour la farine.
L'homme, il a changé pour la femme elle a changé pour l'homme. Ouais. Maintenant, des gens, ils disent que moi, je suis comme ça. Tu m'aimes, tu m'aimes pas. Je ne changerai pas, de toute façon. Je n'évoluerai pas. Tu vois, ma mère m'a supporté. C'est vrai. Ton père s'est pendu. C'est vrai aussi. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a deux solutions. Soit le fait qu'on soit différent va nous séparer, soit le fait qu'on soit différent va nous rapprocher. Moi, je vois les gens, des fois, je les vois, on dirait un épagnol breton mélangé avec un papillon. Tu dis, mais comment ils se sont mariés les deux? De caractère, de personnes, de finesse, de niveau de culture, de niveau de religion, mais deux mondes. Tu dis, comment vous êtes mariés? Il dit, bah, écoutez, je dis, mais pourquoi vous l'avez épousée à elle? Elle dit, parce qu'elle était différente. Ah bon? Et pourquoi vous divorcez aujourd'hui? Parce qu'on est trop différents. Donc c'est bizarre. Alors est-ce que la différence ça sépare ou est-ce que la différence ça rapproche? Alors c'est très simple. Je vous donne le principe développé par Ben Chetrit, si vous l'avez connu à l'époque. C'est que la différence, si tu l'utilises, ça rapproche, et si tu la subis, ça sépare. Ton Rav, par exemple, il est différent de toi, j'espère pour toi. Donc il faut qu'il ait au moins 100 ans d'études de plus que toi. Ouais. Si tu vas étudier avec un gars qui a fait tchouva avant-hier et qui te fait un midrash raconte, c'est pas la peine. Dommage de faire tchouva. Ouais. Non, le gars, il est 100 fois plus fort que toi. Et comme il est 100 fois plus fort que toi, tu as envie d'aller vers lui. Exactement pareil. La femme n'a rien à voir avec le mari. Le mari n'a rien à voir avec la femme. Et c'est justement cette différence qui nous rapproche. Ou non? Non. Moi, je veux un autoportrait, je veux un mimétisme, je veux un miroir, je veux un reflet, je veux un chien au pied, ouais, je veux un esclave. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que cette différence, elle est attirante. Cette différence, elle nous pousse à évoluer. Cette différence, elle nous pousse à changer. La preuve, c'est qu'au bout d'un certain temps, souvent, les hommes et les femmes qui vivent ensemble, après, ont un bébé. Parce que c'est un phénomène cyclique qui s'appelle la grossesse. Ouais. Et le bébé est différent des parents. Parce qu'il y a un homme, il y a une femme, et d'un seul coup, il y a un bébé. Et ce bébé, il est bébé. Vous savez que les enfants naissent bébés, vous savez ça? Non, si vous allez dire, bon, ça y est, il a fumé. Non, en vérité, Hachem, il aurait pu faire que les hommes naissent adultes, et après, ils vieillissent, jusqu'à devenir mourir bébés. Ou ils rajeunissent. Ouais. Mais pourquoi Hachem a fait que les bébés naissent bébés? Et si vous allez dire, c'est improbable, mais Adam Arishon, il est né à 33 ans, il est né à 30 ans. Il est né à 30 ans. D'accord? Donc Hachem, il aurait pu faire que l'homme, il naisse à 30 ans. On sera arrangé au niveau hormonal avec la femme pour qu'elle accouche. Mais il serait né à 30 ans. S'il était né à 30 ans, il serait né adulte. Et donc on aura un problème. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y aurait eu des enfants qui auraient été plus matures que leurs parents. Donc en fait, pourquoi est-ce que les enfants naissent bébés? C'est pour laisser aux parents le temps de grandir. C'est vrai, non? Oui, je mens rarement en conférence. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, ça veut dire que moi, j'ai besoin de grandir par rapport à l'enfant. Et l'enfant est différent de moi. L'enfant, il va grandir aussi grâce à moi. De la même manière, moi, je vais grandir grâce à ma femme. Ma femme va grandir grâce à moi. Maintenant, le problème, c'est que les qualités pour être professeur et les qualités pour être élève ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce que tu es prêt à apprendre? Est-ce que tu es prêt à grandir? Est-ce que tu es prêt à changer? Mais je viens de dire que le changement, c'est ça qui nous relie, parce que la farine et l'eau ne se ressemblent pas. Et le pétrissage, il fait la transformation. Et la transformation, elle fait qu'on est en phase. Et le fait d'être en phase, ça crée la solidarité. Donc, si tu espères un jour être marié, parce que les gens croient que la choupa, ça marie. Non, la choupa, c'est les starting blocks, c'est le début. C'est comme si le gars, il veut participer au championnat du monde d'athlétisme, il dit j'ai acheté des baskets. Bah, c'est rien, ça, c'est le début. Ouais. C'est après que ça commence. Pour ça d'ailleurs que dans la Torah, le khatan ne va pas à la guerre la première année. Pourquoi? Parce qu'il a déjà à la maison. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il va falloir travailler. D'ailleurs, je travaille beaucoup pour faire rentrer la notion du travail dans la tête des gens, parce que les gens ne veulent pas travailler. Les gens, ils veulent que ça marche tout seul. Ils croient que vous avez épousé une imprimante, tu la branches, plug and play. Au bout de 15 jours, ils t'appellent. Écoutez, c'est pas ce que j'attendais, je suis pas content de la prestation. Je dis, bah, c'est pas une imprimante. D'ailleurs, elle déprime. Sinon, elle imprime. C'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. D'accord, mais ça pourrait être pire, ça doit être la moyenne d'âge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une femme, c'est pas une imprimante. Un homme, c'est pas un appareil photo qui va être reconnu par Windows. Il va falloir travailler. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est le travail, ce qui a l'air d'être une contrainte au niveau du couple, en fin de compte, c'est ça la solution. Parce que plus on travaille, c'est comme plus on pétrit, plus on solidarise et on solidifie. Et donc, on est fort. Mais si on est l'un à côté de l'autre, toi tu fais ta vie, moi je fais ma vie, de toute façon on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes amis, on n'a pas les mêmes idées, on ne regarde pas la même chaîne de télé, après on n'a pas le même travail,
Bon, on a des trucs en commun, genre des gosses qui naissent, on habite dans le même endroit, on porte le même nom. Mais ça s'appelle pas une communion, ça. Parce que la preuve, c'est que ça se divise. Le jour, Chazvé Shalom, où on divorce, on divise l'argent, tu divises par deux. On divise la maison, bon, tu la gardes, tu me payes la moitié. On divise les enfants, 15 jours, 15 jours. Donc, moi, je dis toujours aux jeunes couples, n'investissez pas dans ce qui se divise. Investissez dans ce qui ne se divise pas. Maintenant, les gens, ils investissent dans ce qui se divise. Mais ce qui se divise se divise. Alors, c'est marqué Olam. Chesed Ibane. C'est quoi un Olam? Olam, c'est un mot très bizarre. Olam, ça veut dire le monde. Donc, a priori, ça s'appelle l'espace en philosophie. D'accord? L'air Olam, ça veut dire pour toujours. Donc, ça veut dire le temps. Maintenant, c'est bizarre que la même racine, elle exprime le temps et l'espace. Pour ceux qui ont étudié un peu de philosophie, c'est un peu... bon. Et Ne'elam, qui est la racine de Olam, ça veut dire invisible. Donc, Olam, Ne'elam, l'air Olam. Ça va? Alors, c'est quoi un Olam? Un Olam, c'est un monde. Quand on se marie, on crée un monde. Quand on crée un business, on crée un monde. Quand on crée une communauté, on crée un monde. Quand on crée une association, on crée un monde. Chaque fois qu'on crée un monde, on doit décider sur quoi va être fondé ce monde. Maintenant, dans un monde, il y a ce qui se voit. Par exemple, là, on est dans une maison. D'accord? Donc, il y a des murs, il y a une table, il y a des meubles, il y a des gens. Bon, ça, c'est ce qui se voit, c'est le Olam. Maintenant, c'est quoi une famille? Une famille, c'est pas un homme et une femme et des enfants. Ça, c'est un troupeau, ça. Non. Une famille, c'est les liens invisibles qui existent entre l'homme et la femme. Vous savez, à l'époque, quand vous avez l'habitude de voir les films avec les cambriolages, dans la salle des coffres, il y avait des rayons laser comme ça, là. Ouais, et le gars, il devait passer au milieu des rayons. Et bien, de la même manière, entre un homme et une femme, il y a des liens invisibles. Ça s'appelle communication, investissement, reconnaissance, bonté, gentillesse, douceur, crédit, vision positive. Tout ça, c'est les liens invisibles qui existent entre les deux. Et c'est ça qui les relie vraiment. D'accord? De la même manière, les liens qui existent entre les enfants et les parents, d'accord? C'est-à-dire, l'enfant, il a le respect, il a le sentiment de reconnaissance, il a l'investissement, il a la liaison Wi-Fi avec le père, avec la mère, la peur, la crainte, le respect. Mais tout ça, en fait, ce sont des liens invisibles qui existent entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents et les enfants. Et bien, si tu prends la somme de tous ces liens invisibles, c'est ça la famille. Maintenant, si Chazvé Shalom, il n'y a pas tous ces liens, d'accord? Bonjour, bonsoir. Il n'y a rien à la télé, il n'y a rien à manger, c'est au frigo. À demain, bonsoir. L'enfant est dans sa chambre, l'autre est là-bas, lui il parle pas, l'autre fait la gueule, elle est nida. Enfin, une ambiance. Ouais. Donc, alors tu dis, mais où est la famille? Ouais, après le gars il dit à sa femme, ouais, tu sais, à cause de toi on va divorcer, tu vas faire éclater la famille. Chérie, mais quelle famille? Alors c'est là que ça devient intéressant au niveau de la langue française, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre cohabiter et coexister. Il y a beaucoup de gens qui cohabitent, mais il y a peu de gens qui coexistent. Pourquoi? Parce que pour coexister, il faut exister. Ça a l'air débile comme ça. Ouais. C'est déjà une thèse en psychiatrie. D'accord? Parce que je ne peux pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas. Maintenant, exister, c'est quoi? Extérieur, ister, être à l'extérieur. Ça s'appelle se réaliser. Maintenant, quelqu'un qui se réalise, alors j'ai le moi intérieur, le moi extérieur. Maintenant, je vais coexister avec le moi intérieur réalisé à l'extérieur. Mais si la personne ne se réalise pas, parce qu'elle est angoissée, parce qu'elle est nerveuse, parce qu'il est chiant, parce qu'il est bête, parce que son etc., parce qu'il est psychorigide, parce qu'il est marocain, ah, j'ai déjà dit. D'accord. Donc n'importe quel type de blocage qui peut exister, ça fait que je ne peux pas coexister. Maintenant, le problème, c'est que quand je ne peux pas coexister, au maximum, je peux cohabiter. Combien de temps on peut cohabiter? Combien d'années tu peux manger la même pizza? Combien d'années? Même si tu dis retourne là, change la sauce, va voir un sexologue. Mais tu vas tomber dans la routine. Pourquoi? Parce que la personne extérieure, elle évolue pas et souvent elle dégénère. La baisse des valeurs boursières n'est pas qu'une notion financière, d'accord? Et d'un autre côté, là, ça va? Donc, enlevez les images parce que ça dérange. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Non, je vous dis l'idée. Il y a beaucoup de blagues parce que la blague, elle maintient votre cerveau en éveil. Parce que vous avez peur de rater la prochaine blague. Et moi, je profite de l'acuité intellectuelle que vous mettez à ne pas rater la prochaine blague pour augmenter le débit d'enseignement. Et le débit d'enseignement, lui-même, il suit un parcours, une trajectoire virtuelle d'évolution psychologique qui fait que vous faites, sans le savoir, une démarche d'évolution personnelle en 2 heures. Vous me suivez ou non? C'est presque de la démagogie, sauf que c'est positif. Mais je pourrais l'utiliser à mauvais escient. Par exemple, en faisant un appel à la fin du cours. Ce qui n'est pas exclu. D'accord. Donc ça veut dire quoi?
Restez concentrés en un seul mot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne, elle a une intériorité et une extériorité. Et ça, c'est un des défauts majeurs de la femme, c'est qu'elle est belle. C'est rare qu'un gars, il épouse juste la moche, genre il dit c'est pas grave, je vais payer dans ce monde. Non, c'est très rare. Ouais. Il épouse une femme qui lui plaît. Mais comme la femme est belle, ouais, malheureusement, l'homme, au lieu de regarder la femme, il regarde le corps de la femme. C'est-à-dire, un homme, il met des années et des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Même les goïms, ils appellent l'objet du désir. Maintenant, si elle, c'est l'objet du désir de l'autre, donc l'autre, c'est une personne, et l'autre, c'est un objet. Confirmation par texto. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les lois, par exemple de la nida, les lois de la pudeur, les lois de la séparation, c'est fait justement pour qu'un homme comprenne qu'une femme, c'est pas un objet. Et que quand on ne peut pas la toucher, on a quand même le droit de dialoguer, on a quand même une mitzvah de communiquer, on a quand même une mitzvah de respecter, on a une mitzvah de faire du chesed, de la bonté, on a besoin de se comprendre. C'est ça la nida. Alors que les gens qui font le contraire, les gens qui limitent tout à la sexualité, comme des gens ils m'ont dit, écoutez Rabbi Chetri, franchement tout votre cours là, bon, c'est sympathique, c'est un peu psycho, mais franchement avec ma femme on n'a pas besoin de ça, on règle ça sur l'oreiller. Je dis ok, mais il fallait épouser l'oreiller. D'ailleurs il se tait depuis le départ l'oreiller, c'est pas grave, d'accord. Mais alors c'est ça l'idée. L'idée c'est que la femme est une personne. Maintenant comment tu vas accéder à la personne qui est dans la femme? Comment tu vas accéder à l'homme qui est dans l'homme? Parce que l'homme aussi, tu peux le regarder comme un porte-monnaie. Moi, j'ai des femmes qui m'ont appelé, m'ont dit, écoutez, Ahmed Chetrit, moi, j'ai vécu dans un très haut niveau de standing. Mon mari, il n'est plus à la hauteur. Est-ce que j'ai le droit d'exiger le guet? Je dis, mais est-ce que votre mari est une machine à sous? Vous me suivez ou... Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, toi, en tant qu'homme, tu vas dépasser le corps de ta femme pour épouser sa personne. Et toi, en tant que femme, tu vas dépasser le portefeuille de ton mari pour épouser sa personne. C'est une conception qui vient d'une certaine ville du Maroc que je n'ai pas besoin de citer. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'une personne, ouais, elle peut regarder l'autre comme de la matière. Mais ça, c'est la partie voyante de la personne. Ça s'appelle le rolam. Mais si tu cherches le ne'elam, c'est la partie invisible. Donc ça s'appelle la personne par rapport au corps. Ça s'appelle les valeurs par rapport aux intérêts. Ça s'appelle l'essentiel par rapport au superficiel. Donc à chaque fois, tu peux chercher l'intériorité des choses. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ce que tu vois, c'est la matière. La matière, elle a été créée, tout ce qui a un début a une fin. C'est pour ça que dès que tu mets de l'intérêt dans une relation, tu sais qu'elle va se terminer un jour, parce qu'elle est limitée par l'intérêt. Ça s'appelle le taux d'intérêt, d'accord? Maintenant, si toi, ta relation n'est pas liée à l'intérêt, donc elle n'est pas liée à la matière, d'accord? Et ça, c'est le ne'ilam. Le ne'ilam, il n'a pas été créé. Comme il n'a pas créé, il n'a pas de début. Comme il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est ce que j'appelle l'invisible. Maintenant, si tu bases ton couple sur l'invisible n'est pas divisible. Mais si tu bases ton couple sur le visible est divisible. Tu dis non, mais tu sais, on en a, grâce à Dieu, les 14 villas, les 22 maisons, le yacht, le truc, même ça c'est divisible. D'accord? Ça veut dire que tout est divisible. Toute matière est visible. Tout ce qui est voyant est divisible. Maintenant, quand la personne va investir dans l'invisible, on a dit l'invisible, c'est quoi? C'est ne'elam. Ouais. Alors, tu as compris que comme le temps et la matière sont liés, donc tout ce qui est lié à la matière est lié au temps, donc tout ce qui a un début a une fin. Donc, quand toi, tu vas fonder ton couple sur le ne'ilam, quand tu vas fonder ton rolam sur le ne'ilam, il va durer les rolam. C'est ça le lien. Olam, les rolam, ne'ilam. Ça va? C'est-à-dire que toi, tu vas fonder sur la dimension invisible. C'est-à-dire que tu vas faire plus attention de ne pas lui faire de la peine que de la bourrer de cadeaux pour qu'elle te laisse partir avec ta maîtresse. C'est ce qui est une approche aussi. D'accord? Ça s'appelle la carte noire, premier. Mais quand la personne, elle dit non, moi je suis très attaché que tu sois épanoui, moi je veux que tu sois heureuse, et moi je veux qu'on se comprenne, et moi je veux qu'on communique, et moi je veux qu'on soit solidaire, et moi je veux qu'on fasse les choses ensemble, et moi je veux qu'on se comprenne. Tout ça, c'est le ne'ilam. Alors toute la problématique, c'est ça. C'est que souvent on est convaincu qu'en donnant le rolam, on obtient le rolam. Non. S'il n'y a pas le ne'ilam, s'il n'y a pas l'invisible, il n'y aura pas. Donc il faut apprendre à voir l'invisible. C'est ça que tout le judaïsme. C'est quoi la religion? Tu mets les téphilines, d'accord? On te dit que ça crée des mondes supérieurs. Mais tu ne le vois pas. Tu rentres dans le mikvé, tu sors pur. Pourquoi j'étais sale avant? Non, c'est invisible. Tu t'assois dans la souka. Toi, tu imagines la lumière, aura makif qui t'entoure. Tout ça, c'est l'invisible. Donc en vérité, toute la religion,
c'est l'utilisation de codes visibles pour développer un lien avec un monde invisible. Ce qu'on appelle vulgairement la croyance. Parce que c'est la croyance, c'est quoi? La croyance, c'est d'être capable de s'investir dans une chose qui ne se voit pas. C'est ça qui s'appelle confiance avec foi. Et la foi, c'est ça. La foi, c'est la capacité à s'investir dans une chose qui ne se voit pas. D'accord? Donc quand tu t'investis, par exemple, l'intelligence de ton enfant, tu ne la vois pas, mais tu y crois. L'avenir, tu ne le vois pas, mais tu y crois. L'amour de ta belle-mère, ça ne marche pas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va pratiquer la religion, il y a deux manières. Soit comme des singes, tu mets les tefilines en regardant tes emails, tu as peur de rater Micha, et tu dis à ta maîtresse, écoute Christine, il faut que j'y aille. C'est la shkia. Il y a des gens comme ça, c'est un peu incohérent. Ouais. Il dit Moïse, c'est la shkia. Mais écoute Christine. Bon. Non, parce qu'il y a des gens, ils sont tellement incohérents qu'ils arrivent même à être cohérents avec leurs incohérences. C'est un niveau Blenara de ce qu'on appelle un CON, mais chez eux, c'est évolué. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que ce monde-là qu'on veut créer, parce que Olam Chesed Ibané, je rappelle la traduction pour ceux qui n'étaient pas là au début, Olam Chesed Ibané, le monde est construit par la bonté des Libanais. D'accord? Non plus. Donc Olam Chesed, non, les Libanais sont très généreux. Donc Olam Chesed Ibané, le monde est construit par la bonté. Donc on a compris, Olam, c'est cette dimension que tu vas créer, qui s'appelle ton couple, qui s'appelle ton association, qui s'appelle ton business, qui s'appelle ta yeshiva, ton école, ta communauté. Chaque fois que tu crées un Olam, Ibané, c'est quoi Ibané? On a dit que c'est construire. Construire, c'est quoi? C'est de mettre ensemble des éléments initialement séparés. Donc l'homme et la femme, ils sont séparés. Ce groupe de personnes sont séparés, ils forment une communauté. Ce groupe de gars, ils sont séparés, ils forment une association, ils font un business. Donc tu vas cumuler des forces, tu vas associer des éléments, tu vas donner une synergie. Ça s'appelle bonnet. Maintenant, la Torah, elle vient, elle donne le secret. Qu'est-ce qui est bonnet? Ouais, c'est quoi? C'est chesed. Maintenant, pourquoi le chesed, il est bonnet? Olam chesed ibané. Ouais, pourquoi le chesed, il est bonnet? Pourquoi le chesed construit? Alors, c'est quoi le chesed? En fait, parce que vous avez bien compris là-bas que c'est le ciment du monde. Si un jour, si vous avez un monde de bonté, ça s'appelle. C'est un cours de Ben Chetrit aussi. Il faut l'écouter avant de mourir. Très, très intéressant. Vous n'êtes pas obligé de mourir le lendemain, mais il est bien. C'est quoi le chesed? Le chesed, c'est qu'Hachem, il a créé des carences et il a créé de quoi les combler. Boré nefashot rabot vechesronan. Ouais. Hachem, il a créé des créatures nombreuses et leur manque. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous avez mangé, d'accord? Bon, je sais que vous n'aviez pas faim, il n'y a pas de sushi, d'accord? Mais quand vous mangez, vous venez combler un manque qui s'appelle la faim. Donc, s'il n'y avait pas la faim, il n'y aurait pas la satisfaction d'avoir mangé. S'il n'y avait pas le besoin d'argent, ouais, ce qu'on appelle une femme, donc il n'y aurait pas besoin, ma très chère femme, très très chère, d'accord, ouais. Pourquoi la femme a une mitzvah de pudeur? Parce qu'elle est toujours à découvert. D'accord. Donc, non, j'exagère, mais c'est bien plus grave. D'accord. Donc, il y a du bruit dehors ou je rêve? J'espère que ça va pas trop les. Parce qu'il est. Moi, ça me dérange pas, mais dans le film et dans le Facebook, les gens ils vont me dire il y a un bruit de fond, ils vont m'insulter, ils vont me dire. C'est incroyable. J'ai une illumination derrière vous. C'est normal. Je sais, depuis que ça s'appelle l'auréole. Donc ça veut dire quoi? Non mais même quand j'étais jeune dans le métro ou quoi, les mamans, elles avaient un bébé dans la poussette, elles me disaient écoutez, mon fils, je sais pas ce qu'il a, il arrête pas de vous regarder. Je vais me révéler. Il y en a une fois, il est venu chez moi à la fin d'un cours, il m'a dit Rav Ben Chetrit, je sais que vous êtes sensible à ce genre de choses et je voulais vous dire, je suis celui que tout le monde attend. Alors je lui dis l'autobus. Alors, Jonathan, je la connaissais aussi. Mais celle-là, c'est moi qui l'a fait. Ah, c'est de l'original. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais plus de quoi je parlais. Avant le bruit, on parlait de... Ah, le chesed, bravo. Kalakavon, merci. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il y a un manque et il y a de quoi combler le manque. Ça veut dire que le chesed, la bonté, ne peut pas exister sans le chasser, sans le manque. Ça va? C'est que tu apprécies la santé parce que malheureusement il y a la maladie. Tu apprécies la vie parce qu'il y a la mort. Tu apprécies la richesse parce qu'il y a la pauvreté. Tu apprécies le sourire parce qu'il y a la gueule.
et des chassidites de Mshon, ce qu'on appelle, ouais. Des gens qui font la gueule toute la journée. Toute la journée, ils font la gueule. Ils ont même la ride du rictus de la gueule. Et ils attrapent même une maladie de toutes les années à faire la gueule, ce qu'on appelle le rhumatisme. Le rhumatisme, qui vient de... Oui, parce que le rhumatisme, en fait, c'est ce qui empêche les articulations de formuler, de fonctionner. Et les articulations, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est la flexibilité. La flexibilité, c'est la capacité d'adaptation. Donc les gens, plus ils sont jeunes, moins ils s'adaptent. Facile à comprendre. Ça aussi, ça s'appelle un CON aussi. Non, parce qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc l'incapacité à s'adapter, c'est le contraire. C'est la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet. Alors il y en a beaucoup, ils sont nombreux et ça se développe. Pratiquement autant que les gens qui changent de lessive, mais bon, ça on ne sait pas pourquoi. Donc, non, des gens qui ont gardé finalement, qui ont échangé leur baril d'Ariel contre un baril d'Homo. Enfin, si vous ne suivez pas l'Eurovision, vous ne pouvez pas comprendre. Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Ah, mais il y a du... Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Je sais, ça va mousser dans la famille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chesed, c'est de combler un manque. C'est pour ça que c'est un phénomène. Parce qu'il y a un manque. D'accord? Après, il y a de quoi combler le manque. Après, combler le manque s'appelle chesed. Et chesed, il génère akaratatov, la reconnaissance. Maintenant, la reconnaissance ne peut pas exister sans la bonté. La bonté ne peut pas exister sans le manque. Ça s'appelle un mal pour un bien. Vous me suivez ou... D'accord? Comme quand tu vois des gens qui font la gueule, tu dis, écoute, tu sais quoi? Va à l'hôpital, va voir les cancéreux, va voir les gars qu'on a coupé un pied, une oreille, et tu vas voir que ta vie elle est belle. Moi, des fois des célibataires qui se plaignent, j'en ai marre, je dis quoi? Va à une soirée, des gens mariés qui se plaignent. Je dis, va à une soirée de célibataire, essaie de te vendre avec ta gueule, ton ventre et ouais. Parce que genre, il y en a 10 qui m'attendent, rien que trouve une qui supporte rien que ton haleine du matin, que tous les matins, elle se dit pourvu que je sois morte demain matin, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que le chesed... Non mais vous pouvez ouvrir là-bas, ça ne dérange pas. C'est là que ça fait le bruit. Comme vous voulez. Mais à mon avis, on va ramasser au moins 50 saumons fumés à la fin du cours. D'accord. Donc, hein? Peut-être là-bas. Ah, ça c'est fait. Donc ça veut dire quoi? C'est pas grave, c'est bon. Le pire est à venir. Donc ça veut dire quoi? Non, là-bas, il y a mal de bruit. Donc ça veut dire que la bonté, c'est de combler un manque. Maintenant, si j'ai pas conscience du manque, vous voyez, je peux pas avoir conscience de la bonté. C'est comme quelqu'un qui a une question, il a la satisfaction de la réponse. Mais celui qui n'a pas de question, il voit même pas qu'il y a un problème. Ouais. Il peut pas avoir la satisfaction d'avoir la solution. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des gens qui ont des besoins et des gens qui ont des capacités. Il les fait se rencontrer. Par exemple, la femme, elle a des besoins. Ouais. L'homme, il a des besoins. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que d'un côté, il y a une recherche d'autonomie, une exigence d'autonomie, que chacun doit être entier, doit être construit, doit être en autonomie personnelle. Ça s'appelle Moshiv Yechidim Beta. Akshvurhu, il met dans une maison des gens autonomes. D'après la Torah, c'est pas la tête et les jambes. Genre toi, tu es une Khmara, tu épouses un polytechnicien, les deux, vous allez avoir des enfants moyens. Non, ouais, la tête et les jambes, d'accord. L'autre, elle a beaucoup d'argent, lui, il est très, très, très gigolo. Ils vont s'arranger. Non, toi, tu dois être construite et lui, il doit être construit. Et ensemble, on va créer une nouvelle entité qui s'appelle le couple. Mais pas en complémentarité, d'accord? Parce que si toi, il te manque une jambe et que tu rencontres une béquille, elle va devenir une prothèse. Vous me suivez ou... C'est-à-dire que si on rencontre quelqu'un à un moment où on a un manque, cette personne-là, elle va combler un manque ponctuel. Maintenant, il faut espérer que ce manque ne se comblera jamais, parce que si le manque se comble, donc toi, tu n'as plus besoin de la personne. Donc du coup, tu as épousé une béquille. Et quand tu épouses une béquille, elle devient une prothèse. D'ailleurs, on le dit que Dieu prothèse mon mari. D'accord. Et après, on se dit, ouais, qu'est-ce que je fais avec lui? De toute façon, il est immature, c'est pas ce que j'attendais. Bon, il était là quand j'ai perdu mon père. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'on est condamné à évoluer. Parce que plus toi, tu vas t'investir, plus tu vas changer, plus tu vas devenir de valeur. Plus tu vas devenir de valeur, plus tu vas être admiré, plus tu vas être admiré, plus tu vas être aimé.
Donc toi, tu es condamné à évoluer, et l'autre, il est condamné à évoluer. Moi, des fois, le gars, il m'appelle, il me dit, Rabbi Chetri, voilà, j'ai un problème. Il m'a dit, Rabbi Chetri, je ne vais pas aller par quatre chemins, je sais que vous comprenez ce genre de choses, j'aime plus ma femme. Voilà, je l'aime plus. Comme ça, des gens, par contraste, grâce aux valeurs morales de leur secrétaire, ils ont découvert qu'ils aimaient pas leur femme. D'accord? Alors, il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors quoi, je dois me sacrifier pour mes 4 enfants, je suis obligé de rester avec elle, d'accord? Alors que je suis encore jeune, j'ai droit au bonheur, puis en fin de compte, je l'ai jamais aimé. Ça, les hommes sont spécialistes du rétropédalage. Genre, j'ai jamais aimé, maintenant ça fait 24 ans, les 8 enfants, ils sont nés par Wi-Fi, tu comprends hein, si vous l'avez aimé, maintenant vous avez un problème ponctuel maintenant. Maintenant, t'as Yetzerara, t'as Yetzera de la quarantaine. C'est qu'un homme a 2 périodes de crise. 14-18 et 39-45. C'est des crises mondiales. C'est incroyable. Elle est bonne. Elle est vieille, mais elle est bonne. Oh. Donc ça veut dire quoi? La crise de 39-45, chacun à son niveau essaie de faire fureur. Il y en a un qui a réussi d'ailleurs. Ouais. Mais l'idée, reste calme. Je suis en Wi-Fi, en whisky. Ah mais je vous dis de ne pas boire. Hein. Déjà avec un cerveau rapide, vous ratez les 3 quarts, alors imagine. Avec un cerveau embrumé. Alors, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne... De quoi je parlais, purée? Ah oui, donc j'ai dit l'homme, maintenant il vient, il me dit j'aime plus ma femme. Je dis d'abord t'es malhonnête. Moi, ça paraît moi, tous les exemples sont bisexes. Hein. Enfin, les hommes, les femmes. Bon, moi je suis un homme donc je parle plus de moi, mais c'est pareil. Une femme elle peut me dire aussi j'aime plus mon mari. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je dois me sacrifier. Alors je lui dis mais JHD, ça veut dire jeune Khmara au carré. Avant d'arrêter d'aimer, vous savez, arrêter d'admirer. C'est vrai, je l'admire plus, il a grossi, les pectoraux ils sont devenus les abdominaux, les cheveux ils sont partis, Mchif Alam, ouais. Le sourire il est parti, le truc, l'ambition. Et avant d'arrêter d'admirer, vous avez arrêté de respecter. Il dit c'est vrai, dans ma tête je disais qu'est-ce qu'elle est idiote, elle comprend rien, puis elle n'a pas d'ambition, elle est blata, elle est tout le temps avec sa mère. Tu vois ce que tu as fait là? Tu as fait ce qu'on appelle un protocole. Donc tu as suivi un processus de dégénérescence massive. Parce que quand tu respectes une personne, c'est quoi respecter? Respecter, c'est donner à l'autre le droit d'exister. Par exemple, moi, vous me respectez. Vous pourriez me couper la parole, dire qu'est-ce qu'il veut celui-là, pour qui il se prend, il nous insulte depuis une demi-heure. Non, vous me laissez parler. Pourquoi? Parce que vous êtes intéressé à ce que j'existe. J'existe pour vous. Ouais. Donc, le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Quand tu respectes tes parents, par exemple, tu sais d'où tu viens. Quand tu respectes tes enfants, tu sais où tu vas. Et quand tu respectes ton conjoint, tu sais qui tu es. Parce qu'il y a une seule personne au monde qui sait qui tu es. Ni ta mère, ton père, tes amis, tes copains. Il n'y a que ta femme et ton mari. Tu peux passer 8 fois dans Capitale, elle sait que tu fais pipi dans le lavabo. Elle a les preuves, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Bon, c'est vrai que c'est pratique, mais d'un autre côté, c'est pas très hygiénique. D'accord. On verra les cas particuliers après si vous voulez. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, ouais, c'est que le manque, on l'a dit, il est là pour être comblé. Maintenant, quand toi, tu respectes la personne, elle va exister, d'accord? Quand elle va exister, elle va donner le meilleur d'elle-même. Quand la personne, elle donne le meilleur d'elle-même, tu vois le meilleur d'elle-même, donc tu l'admires. Quand tu admires quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de t'identifier à la personne. Identifier, c'est quoi? C'est unir. Unité, c'est un. Un, c'est echad. Echad, c'est la même valeur numérique que ahava, amour. Donc aimer, c'est faire un. Donc tu vois, tu as menti. Tu as été malhonnête. Parce que inconsciemment, quand il y a déjà 8-9 ans, parce qu'un cancer, c'est à peu près 15 ans, donc un divorce, ça prend pas une semaine. Ouais. Donc quand il y a 15 ans, tu as commencé à dire, elle est idiote, ou il est lourd, il est blata, il me plaît pas, c'est pas ce que je voulais. Tu penses à ton Alex. Il s'appelait Alex. Lex. Ouais. Ouais, ou toi tu compares avec Christine, d'accord, et tu dis, ouais, Myriam, elle est typée, elle est vachement feuge. Les goïms, ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Dès que tu commences à comparer, il y a des problèmes. Ne compare pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller sur certains sites spécialisés en anatomie féminine, parce que à un moment ou à un autre, l'autre elle va se déshabiller, tu vas dire. Mais pourquoi tu as été regardé? Si tu n'avais pas regardé, tu n'aurais pas comparé. Une fois, il y en a, il m'a dit, Rabbi Chetri, qu'est-ce que je dois faire? Ma femme n'est pas sensuelle. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ta mère, elle est sensuelle. Il m'a dit, mais vous êtes malade.
Je lui dis, mais la mère de tes enfants, jusqu'à quel âge elle va rester Madonna? Elle doit toujours être au top. C'est difficile pour une femme. Tu as un accouchement tous les ans, les graisses, le raf cellulite, la calorite, c'est compliqué. Même celle qui croit avoir trouvé le secret sous prétexte que Victoria leur a donné. D'accord? Mais c'est pas ça du tout. Là, vous l'avez raté, c'est là. Bon, d'accord. Même les femmes, elles n'ont pas réagi. J'ai dit même celles qui croient connaître le secret sous prétexte que Victoria leur a donné. Mziana. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que on s'épouse parce qu'on est attirant, on s'épouse parce qu'on est beau, on s'épouse parce qu'on est intelligent, on s'épouse parce qu'on a des valeurs. Mais il faut faire attention parce que le corps il vieillit, d'accord? L'habitude elle s'installe, la routine elle se met en place. Même la poussière elle se dépose sur les meubles pendant les vacances. Donc si tu n'es pas dans une dynamique, une espèce de compte à rebours très très rapide d'aller chercher le meilleur de l'autre avant d'être déçu par l'extérieur de l'autre, donc tu vas tomber dans un paradoxe. Tu vas dire je l'aime plus, mais t'aimes plus quoi? T'aimes plus quoi? T'aimes plus la pizza? T'aimes plus l'extériorité de la personne? Mais est-ce que tu as pris le temps d'apprendre à aimer la personne? Maintenant j'ai eu tellement de gens au téléphone. D'abord je suis fatigué d'écouter des... C'est que maintenant, j'ai pris sur moi de le dire dans chaque cours. Écoutez bien ce que je vous dis, ça va vous faire gagner au moins un divorce. Les gens inconsciemment, ils usent le réservoir de patience de l'autre. Ils usent, d'accord? Tu as ton caractère, tes chiens, des trucs, tu laisses traîner tes chaussettes, tu fais la gueule, tu regardes la voisine, et elle, pareil, elle est hystérique, elle parle mal, elle crie, elle s'énerve, c'est son caractère. Fais attention, fais attention. Parce qu'un jour, le réservoir de l'autre, il va se vider. Il n'y aura plus de savlanout, il n'y aura plus de patience. Et tu sais comment tu sais que l'autre, il n'a plus de crédit? Parce que pitom, il te vient l'idée de dire « Ma chérie, je vais changer ». Ça, j'ai remarqué ça statistiquement. Le jour où la personne, l'homme ou la femme, c'est-à-dire on va dire celui qui était le plus laxatif des deux, il y a des gens comme ça qui ont une capacité de faciliter le transit incroyable. Même quand leur numéro apparaît, tu dis « Il faut que j'aille aux toilettes tout de suite ». Alors quand elle rentre à la maison, tu dis tout de suite, mais tout de suite, c'est tu dis excuse-moi. Des gens laxatifs, ça existe, c'est laxatif. D'ailleurs, un gars, il était tellement laxatif, j'ai dit écoute, laisse tomber la dentisterie et rentre dans la thérapie de la constipation parce que tu as un effet mais incroyable. Hein. Dès qu'on te voit, vraiment, tu es le gars qui... Bon, donc c'est quoi l'idée? C'est que les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils usent. Ouais, ça s'appelle des adhérents du PSG. Le PSG, vous connaissez le PSG, non? Le PSG, c'est des gens qui pèsent sur la gueule des hommes. Ils pèsent sur la gueule. Ouais. Ils pèsent sur la gueule avec son caractère. Genre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends 3 heures pour te préparer? Qu'est-ce que ça veut dire? On va être en retard. De toute façon, on n'arrive jamais en retard. C'est marqué 19h30. Ça commence à 9h30. C'est quoi ces valises? Pourquoi ça pèse 40 kilos? On va se faire encore engueuler, j'en ai marre. Tu sais comment ça se passe avec EasyJet? Eh ben, prends une valise en plus et arrête de me faire... J'ai pas de problème de transit, d'accord? D'accord. Et la femme, c'est pareil. J'ai vu que tu l'as regardé, j'ai vu que tu l'as regardé. Fais voir la photo de la secrétaire. C'est quoi cette beauté? Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Écoute, si j'ai vraiment envie de te tromper, tu crois que je vais pas le faire? Et si je veux pas te tromper, pourquoi tu me casses la tête? C'est un vrai problème. Sachez que les gens qui n'ont pas confiance, c'est des gens qui n'ont pas confiance avant de ne pas avoir confiance. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que chacun d'entre nous, il vient avec des carences. Maintenant, il y a des carences qui doivent être comblées par soi-même, ce qu'on appelle le travail sur soi, et des carences qui doivent être comblées par l'autre, ce qu'on appelle la bonté. Maintenant, les carences de l'autre sont ta solution à toi pour te lier à l'autre. Vous me suivez ou non? Par exemple, je sais pas moi, la femme elle a besoin de parler. Parle-lui. Tu dis non, allonge-toi. Mais non, elle veut parler maintenant. D'accord? Le mari, il a besoin d'être écouté. Il a des stress au travail, je sais pas, oui, il a un nouveau projet, il a envie de raconter ça. Et toi, ça te saoule parce que tu es en plein milieu des feux de l'amour et tu peux pas t'arrêter au milieu. C'est compliqué pour toi. Tu es pratiquement dans une espèce de transfert virtuel de sensibilisation psychologique par rapport au feuilleton. Donc ta vie ne t'intéresse pas. D'ailleurs, tu pleures sur un film américain et tu trouves complètement dérisoire ce qui t'arrive à la maison. C'est vrai, non?
Le gars, il voit un beau film américain, il regarde le film, et puis l'héroïne, elle meurt à la fin d'un cancer, et le mec, il pleure sur le film. Hein. Après, il se lève, il va à la cuisine. Sa femme, elle est vraiment en train de pleurer. Il la regarde et lui dit, tu peux arrêter ton cinéma? Non, c'est une très grave maladie qui est en train de devenir une religion, d'ailleurs. Faites très attention, ça s'appelle Netflix. Parce que les gens, ils voulaient tellement avoir que leur vie soit une saga que du coup, ils suivent des séries. Mais c'est que ils ont dit que 87% des Français qui suivent un feuilleton de manière régulière font un transfert psychologique entre le feuilleton et leur vie. Donc ça veut dire qu'ils vont virtualiser leur réalité et réaliser leur virtualité. Ce qui au niveau psychiatrique est très grave. Hein. Je ne parle même pas des gens qui utilisent les vitamines illégales pour aider à la perception. C'est encore... On ne va pas mégoter sur les choses. En tout cas, chaque fois que j'en parle, les gens me disent shit, il n'y a pas de shit. Ou tu prends du shit ou tu n'en prends pas. C'est pas la peine de bégayer, il n'y a pas de bœuf. D'accord? Incroyable. Aucune sincérité. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Il s'est marqué que la bonté, en fin de compte, elle est toujours liée à un manque. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que ce qui est nécessaire à la femme, c'est chez l'homme. Et ce qui est nécessaire à l'homme, c'est chez la femme. Et ce qui est nécessaire à la femme, c'est chez l'homme. Alors, je sais, le féminisme, l'autonomie, l'indépendance, le machisme, le truc, tout ça, c'est des PAC, ce qu'on appelle en philosophie, des pièges à... Bah oui, parce que si vraiment la femme, elle n'a plus besoin du mari, et le mari n'a plus besoin de la femme, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah on n'a plus rien en commun, de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je gagne plus d'argent que toi, je suis reconnu, j'ai mes amis, j'ai mes copines, j'ai mon sport, toi, tu es encore à un arriéré de Warzazat. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Tu vois, c'est ça le problème. Ils ont cassé exactement le modèle qui a été créé par Hachem et pour les non-religieux par la nature. C'est qu'il y a des gens, il y a des choses qui sont nécessaires à la femme qui sont chez le mari. Et des choses qui sont nécessaires. Par exemple, la femme, elle fait à manger. D'accord? Bon. C'est quoi le manger? Les gens, ils croient que c'est de la bouffe. Mais non, le manger, c'est l'opportunité physique d'introduire un sentiment à l'intérieur d'une matière. C'est que toi, quand tu cuisines par amour, ton mari, il mange l'amour que tu as mis dans la cuisine. C'est logique. D'accord? D'ailleurs, il y a une femme, tout le temps, elle disait à son mari, bah écoute, prends une pizza. Eh ben, il est parti avec le pizzaiolo. C'est normal, il a reçu l'amour du pizzaiolo au lieu de recevoir l'amour de sa femme. On va pas en faire un plat. D'accord, mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand toi, tu vas donner à manger, quand tu vas faire le manger, c'est pour ça que tous ces maintenant, là, c'est la grande mode de commander les salades, commander les plats, commander les trucs. Mais après, c'est froid, c'est sec. Tu sais, il y a 2 blacks là-bas, à l'arrière de chez Charlie, qui sont en train de faire les salades cuites. Il n'y a aucune shérina. Tu payes 1200 € le Shabbat et après, tu n'as même pas envie de faire l'Avdallah, tellement on dirait du folle. D'accord? Mais parce qu'il manque la shérina. Ah, tu dis oui, mais on n'a plus la santé, on n'est pas comme nos mamans, elles se sont esquintées toute leur vie. Bah, et toi, tu t'es esquinté à regarder des séries, tu t'es esquinté à travailler alors que ton mari n'a pas besoin, au détriment tu t'es esquinté à faire du sport, être fatigué, le jour où on a besoin de toi. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Hachem, il a créé des manques, et chacun, il contient le manque de l'autre. C'est extraordinaire. D'accord? Donc, moi, je vais manger le manger de ma femme. Moi, je suis encore plus malade que vous. Moi, si ma femme ne me sert pas, je ne mange pas. Je mange pas. En semaine, ça va. Mais là, elle vient, elle est fatiguée, elle me dit, tiens, je vais te servir. Et moi, chaque cuillère, je mange l'amour de ma femme. C'est pareil, moi, je vais travailler. Ouais, je vais prendre de l'argent, je vais lui donner de l'argent. Il faut qu'elle fasse un kiff. Maintenant, elle peut travailler, elle peut gagner de l'argent, mais elle a besoin. Elle veut recevoir mon amour. Maintenant, quelle différence entre donner un cadeau, ou être proche, ou passer du temps, ou malgré la fatigue, se réveiller? Parce que vous savez comment ça se passe? Quand l'homme, il est réveillé, la femme, elle a envie de dormir. Et comme l'homme, il a fini, il a envie de dormir. C'est là que la femme est réveillée. C'est un truc un peu à l'envers, ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que il faut... Alors, c'est comme... Je vous donne une image, c'est plus rapide des fois que des raisonnements philosophiques. Il y a 2 bateaux qui sont en plein milieu du Pacifique, dans un endroit où il n'y a aucun vent. Et c'est 2 voiliers. Ils n'ont pas de rame, ils n'ont pas de moteur, ils ont des voiles, mais il n'y a pas de vent. Et il y en a un, il a 200 tonnes de snacks salés, et l'autre, il a 200 tonnes de boissons glacées. Donc ceux-là,
ils vont mourir de soif, et ceux-là, ils vont mourir de faim. Et les deux bateaux, ils sont là, à côté de l'autre. Ils n'en peuvent plus. Eh oh, donnez-nous à manger. Mais on ne peut pas, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de vent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et d'un seul coup, il y a un chacham, il dit, mais attends, excusez-moi, est-ce que vous avez des cordes? Oui, on a des cordes. Vous aussi, vous avez des cordes. Oh, extraordinaire. Donc, ce qu'on va faire, chaque bateau va jeter des cordes à l'autre, et ensuite, en tirant les cordes, les bateaux vont se rapprocher. Mais il y a une condition à remplir. C'est que chacun doit tirer la corde de l'autre. Maintenant, quand tu jettes la corde, ça s'appelle la bonté. Mais quand tu tires la corde, ça s'appelle la reconnaissance. Non, ça a l'air débile comme ça, mais il y a des gens qui jettent la corde, mais après, ils ramènent leur corde. Vous suivez ou non? Ils te font de la bonté, mais après, tu dis, t'as vu tout le bien que je t'ai fait? Ça s'appelle du chantage émotionnel. Oui. Et toi aussi, tu retires ta corde, parce que tu dis, écoute, c'est mon argent, c'est moi qui ai payé la maison. Écoute, on a vécu en communauté, et ben, regarde d'où il est prélevé le crédit, de mon compte à moi. Attends, mais on avait un compte séparé parce que t'es libéral, mais c'est notre maison à nous. Le mec, il veut pas, au divorce, il veut pas donner la moitié de la maison. Heureusement qu'il y a une loi Goy pour dire que on l'a acheté en communauté. Parce qu'il dit, mais c'est moi qui ai payé. Mais de quelle ville du Maroc tu viens, toi? D'accord. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire... Donc, vous savez qu'il y en a un de cette ville-là qui est en train de mourir. Vous connaissez cette anecdote incroyable? Il est en train de mourir. Vous la connaissez ou non? Non. Il est en train de mourir. Et il sent une bonne odeur. Et il y a son fils à côté de lui. Il dit, mon fils, c'est quoi cette odeur? Il dit, maman, elle est en train de faire des gâteaux. Il dit, je t'en prie, va chercher un gâteau, tu me le mets dans la bouche. Comme ça, je meurs avec la douceur dans la bouche. Il va, il revient, pas de gâteau. Il dit, mon fils, où est le gâteau? Maman, elle veut pas. Elle a dit pourquoi? Elle a dit, c'est pour les chivras. Donc... Bon, elle est un peu violente, mais elle fait digérer. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Restez calme. Elle est terrible, elle est terrible. Même quand je le raconte à des gens de là-bas, non, ils rigolent. Non, Ça dépend des... Ça dépend. C'est ça les Écossais. Bon. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que, tu vois, l'autre, il a les snacks. Il a les biscuits salés. Moi, j'ai les boissons. D'accord? L'homme, il a quelque chose à donner à la femme. La femme, elle a quelque chose à donner au mari. Mais c'est dommage que ce manque-là de l'autre, que toi, tu peux combler, tu ne te sers pas de ce manque-là pour rapprocher. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'égoïsme et l'orgueil. D'accord? Ce qu'on appelle en français l'amour-propre. Qui n'a rien de propre, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Donc, il y a le moi, et après, il y a l'orgueil et l'égoïsme. Maintenant, comme c'est ça qui nous sépare, il faut qu'on arrive à se rapprocher. Or, la seule manière de rapprocher deux éléments, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Ça va toujours? C'est pour ça que le mot korban, en hébreu, il veut dire sacrifice, et le mot karov, il veut dire proche. Donc, les akriv, ça veut dire en même temps sacrifier, et en même temps rapprocher. Donc, tu veux te rapprocher de Dieu, il faut sacrifier ce qui te sépare de Dieu. Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? L'orgueil et la matière. Donc, quand tu amènes un korban, tu amènes de la matière, et tu baisses la tête. C'est la teshuva. Tu enlèves l'orgueil. Donc, qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'orgueil et la matière. Et l'orgueil et l'égoïsme. D'accord? Maintenant, pour soigner la maladie de l'égoïsme, la Torah, elle a donné la mitzvah de chesed. D'accord? Donc, moi, j'ai deux parois qui me séparent de toi, orgueil, égoïsme. Quand je vais prendre de moi, de mon bien à moi, de mon fric à moi, ouais, pour toi, je vais prendre de moi pour toi. Vous suivez ou non? Mais il y a une double action. Il y a ce que je te donne à toi et ce que je prends de moi. Maintenant, prendre de soi, c'est un peu comme prendre sur soi, c'est violent, c'est dominateur. Donner, c'est doux. Quand toi, je te donne à toi, je ne peux pas te donner à toi si je n'ai pas pris de moi. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on est rapprochés? Parce que tu as reçu de moi ou parce que tu as reçu moi? Vous suivez ou non? Si j'ai fait un geste, ouais, ça s'appelle un don. Mais si ce geste, il est accompagné d'une volonté, tu reçois une volonté. Or, qu'est-ce que c'est qui nous sépare? C'est le moi. D'accord? Ça s'appelle en français le soi. Maintenant, quand moi, je donne de moi, en français, on appelle ça le don de soi.
Maintenant, si moi je me débrouille pour donner à toi, mais que ça ne vienne pas de moi, on n'est pas reliés. Vous suivez ou... D'accord? Il faut que je donne de moi-même. D'accord? Pourquoi il faut donner de moi-même? Parce que quand je vais prendre du moi et je vais te le donner à toi, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, il y a du moi chez toi. Il y a une double action. D'un côté, il y a du moi chez toi. Donc toi, tu vas reconnaître mon moi qui est chez toi. Ça s'appelle la reconnaissance. D'un autre côté, j'ai enlevé de moi en moi. Maintenant, ce creux de moi en moi, il va me permettre d'accueillir ton toi en moi. Donc la bonté, c'est quoi? C'est ce qui va détruire l'égoïsme. Et la reconnaissance, c'est ce qui va détruire l'orgueil. Parce que c'est dur de dire merci. Un vrai merci, pas un merci comme ça. C'est bon, on pose de là, c'est bon, ça va, ça va. Je sais que c'est parce que le ravit l'a dit. Non, un vrai merci. J'ai réfléchi, je sais mon amour, t'as pris 4 heures, t'as été au Faubourg Saint-Honoré, t'as été chez Chanel, t'as trouvé le sac, t'as sorti les 30 000 euros. Donc je sais que t'as fait un effort. Réveillez-vous, c'était juste un rêve. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, elle a pris sur elle a pris 4 heures pour choisir le cadeau. D'ailleurs, les femmes n'aiment pas les cadeaux, c'est connu, non? Oui, non? Les femmes aiment les attentions. Pourquoi? Parce qu'une femme a une maladie mentale très très grave. C'est qu'elle a perpétuellement besoin d'être rassurée sur les sentiments de son mari depuis son mariage jusqu'à sa mort. Ça s'appelle une addiction. Donc elle va lui dire, elle va lui prouver, elle va lui écrire, elle va le tatouer sur le dos de sa mère. Tourne-toi chérie, j'ai besoin de réfléchir. D'accord? L'homme, il a une autre maladie mentale très grave. C'est qu'il a besoin d'être respecté par sa femme, si possible admiré, et il y en a qui l'ont eu adulé. Donc c'est des gens, quand ils rentrent le soir à la maison, la femme, elle met le disque, tout au garde à vous, tout le monde se met à chanter. Mi vous aimez les. On appelle un accueil marocain, d'accord, mais c'est ça l'idée. L'idée est, restez calme. Maintenant, donc un homme, il a besoin d'être respecté, une femme, elle a besoin d'être aimée. Pourquoi une femme allait se marier avec un homme? Pourquoi? Il lui a dit, je te ferai 4 lessives par semaine, 3 repas par jour, un Shabbat, ma mère pendant 17 ans à la maison, mes nerfs, mon haleine du matin. Non, elle ne s'est pas mariée pour ça. Elle s'est mariée parce qu'elle a dit je t'aime. Mais elle a dû faire attention à la prononciation parce que c'était J-E-U-X-T-H-E-M-E-S. Mais c'est pas grave. Donc, ça va? Donc quand elle a dit je t'aime, elle a dit ok, je vais me marier avec quelqu'un qui m'aime. Parce que c'est ça ce qu'elle veut la femme. Elle veut les sentiments. L'homme, lui, il veut quoi? Le respect. D'accord? La preuve. Tu peux faire la preuve par le contraire. Quand un homme, il veut faire du mal à sa femme, il ne dit pas t'es une khmara, t'es une idiote, t'es une tloute, t'es une tunisienne, t'es une marocaine, t'es une algérienne. Il dit je t'aime plus. Elle meurt. Et ça s'appelle les points vitaux dans les arts martiaux. C'est là où ça tue. Ouais. Et quand une femme, elle veut faire du mal à son mari, elle ne dit pas je t'aime plus, il ne la croit pas. Elle dit t'es un pauvre type. Je sais que tu es nul. Il n'y a que moi qui le sais. D'accord? Tu laisses toujours l'Arnoula en dessous du siège de la synagogue? Demande à Cyril. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Donc ça veut dire quoi? Donc restez calme. Il me connaît, je crois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il a fait une chose incroyable. Il a fait que le manque de la femme, il est chez le mari. Le manque du mari, il est chez la femme. Maintenant, si vous avez un bébé de 3 jours qui crie comme un malade, ouais, il n'y a que 2 solutions, ou 3. Ou il a faim, ou il a un rot, ou il a fait sur lui, et il est irrité. C'est tout. Alors c'est pareil. Quand tu vois que l'autre, elle crie, tu vois que ton mari crie, c'est qu'il a faim. Alors donne-lui ce qu'il a besoin. Au lieu de dire non, il va manger ce que moi je décide. Comme si tu donnes un steak de 800 grammes à un bébé de 3 jours. Maintenant, quand toi, tu vas t'adapter en tant que femme aux besoins de ton mari, et toi, tu vas t'adapter en tant que mari aux besoins de ta femme, puisqu'elle veut des sentiments, donne-lui des sentiments. Non, tu dis non, nous, on n'a pas l'habitude d'exprimer les sentiments, nous, on est très pudiques, nous, on garde tout sur nous. Non, en vérité, t'es un orgueilleux, en fait, t'es un salaud. T'es juste un salaud. Parce que si ta fille, elle est anorexique, et que le psy dit, dites-lui que vous l'aimez, il dit, j'arrive pas, ben elle va mourir. Donc quand tu vas te violer de donner à l'autre ce qu'elle a besoin, l'autre elle a besoin de sentiments, dis-lui que tu l'aimes, c'est tout. Ah, j'arrive pas, c'est trop dur, j'ai trop dur. Pourquoi? Parce que tu t'aimes tellement que tu n'arrives pas à dire à l'autre que tu l'aimes.
Alors va te soigner, prends des médicaments, je sais pas, fais quelque chose, sois interné, il y a des solutions. Quel étage tu habites? D'accord. Donc ça veut dire quoi? Non, j'exagère, mais si peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il a fait cette chorma incroyable, que le manque, c'est ça qui va nous construire. C'est-à-dire que le manque, ça devient l'opportunité de... Comme l'autre, il a besoin de parler. Parle! Écoute! Il a besoin de parler. Écoute! Ah, tu dis non, ça me saoule, j'ai pas la tête. Mais t'écoutes tes clients toute la journée. T'écoutes tes employés toute la journée. T'écoutes les voisins. T'écoutes le brel dans l'ascenseur. Et quand ta femme te dit j'ai besoin de parler, tu dis j'ai pas la patience. Écoute, j'ai pas les nerfs. Mais t'es lourd, quoi. Ton mari, c'est pareil. Ton mari dit écoute, mon amour, je suis pas bien et tout ça, je veux truquer. Ouais, on a eu un impayé d'1 million d'euros. Ah, tu te débrouilles. Moi, on part en vacances. Hein. C'est un peu de solidarité. Parce que s'il se pend, qu'est-ce qui va te rester? Le tabouret. La corde, tu vas pas la réutiliser quand même, non? Donc maintenant, le mec qui dit écoute, mon amour, c'est un peu difficile. Donc pour les 12 000 euros d'argent de poche hebdomadaire, on va se calmer, on va passer à 5. C'est comme ça, je m'en vais. C'est pas grave l'argent. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que en 14 ans, on n'a pas créé de solidarité. Donc quand vous avez 2 pièces de métal, elles ne sont pas solidaires. En plus, elles sont froides. C'est froid le métal. Ouais. Comment on les rend solidaires? On prend un chalumeau, on va déstabiliser la structure moléculaire sur la surface extérieure, de ce côté-là, et pareil de ce côté-là. Et après, on va les presser et on va attendre que les deux couches de molécules, elles s'harmonisent. Ouais. Maintenant, ça, c'est l'amour. Ouais, et ça, c'est le respect. La pression, c'est le respect. Et la bonté, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que la bonté, elle bouleverse. Quand quelqu'un te fait du bien, quand quelqu'un te fait un compliment, quand quelqu'un te fait un cadeau, ça bouleverse. Ça veut dire que ta structure moléculaire externe, elle est bouleversée. Comme elle est bouleversée, elle devient poreuse. Comme elle est poreuse, elle peut recevoir l'énergie de l'autre. D'accord? Maintenant, ça va te donner l'occasion de dire merci. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quand moi, je prends de moi, j'enlève de mon égoïsme. Je te donne à toi. Toi, maintenant, pour dire merci, tu enlèves de ton orgueil. Donc, tu vas recevoir mon moi dans ton moi. Ouais. Donc, maintenant, j'ai mon moi chez toi et ton moi chez moi. Ça s'appelle la fusion. Ça va? Maintenant, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attention, là, c'est une nuance très, très fine. C'est que, vous avez compris maintenant que moi, je dois aimer le moi de l'autre qui est en moi. Mais quelqu'un d'autre, il pourra aimer son moi à lui qui est chez l'autre. Mais t'as vu tout ce que je t'ai fait? T'as vu tout ce que je t'ai apporté? Ouais, t'as vu comment j'étais là quand t'as eu besoin? Donc en fait, je vais apprécier ma personne chez toi. Donc ça veut dire que chacun, il a tiré sa corde à lui. Donc les bateaux, ils ne s'avancent pas, donc ils vont mourir de faim. Donc je fais le contraire. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem par exemple? Vous savez que la femme, l'homme a une mitzvah d'avoir des enfants. Vous savez, la première mitzvah de la Torah, c'est d'avoir des enfants. Mais la femme n'a pas de mitzvah. C'est-à-dire que quand la femme, elle porte le bébé pendant 9 mois, elle se tape les vergetures, la fatigue, la perte des dents et des cheveux, qu'elle accouche dans la douleur pendant 23 heures, elle n'a pas de mitzvah. Rien, zéro, que dalle. Et l'homme, lui, il a fait une mitzvah. Il va à la synagogue, il va frimer, c'est un garçon. Ah, bravo. De toute façon, toi, ferme là, t'as que des filles, d'accord? Donc, un incapable. Donc, ça veut dire quoi? Il dit, je comprends pas. C'est elle qui crève, c'est lui qui prend le sera. Alors, il y a 2 lectures. Première lecture, c'est que de toute façon, une mitzvah, c'est quoi? C'est un commandement. Maintenant, la femme, elle a l'esprit maternel, elle a l'instinct, elle veut des enfants. Le mari, il dit, mais attends, ça coûte une barre. Ouais. Mais la femme, elle dit, écoute, j'ai besoin. Je me sens mère, je me sens maman, j'ai besoin. Donc, de toute façon, la femme n'avait pas besoin d'une mitzvah pour avoir des enfants. Maintenant, un homme, s'il n'y avait pas la mitzvah, au bout du 2e, il réfléchira à adopter un chien, une solution, quoi. Ouais. Donc c'est quoi? C'est la SPA, la Société Protectrice des Algériens. D'accord. Mais c'est ça l'idée. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Non, il y en aura un peu pour chacun, c'est normal. Hein. Il me reste les Tunisiens et les Ashkenazim. Bah, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, vous avez compris maintenant, quand je vais aller faire cet effort, maintenant le truc c'est qu'il faut que j'arrive à savoir qu'est-ce que l'autre a besoin, parce qu'il y a une précision dans le besoin. Maintenant, il y a une partie, c'est moi en tant qu'homme, en tant que femme, je dois aller chercher quel est le besoin de l'autre. Et il y a une autre partie,
c'est comment la personne, elle peut m'aider à savoir quel est son besoin. Maintenant, quand moi, je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, parce qu'on va communiquer, et communiquer, c'est commun c'est comme un. Si on veut avoir des choses en commun, il faut communiquer, d'accord? Il y a beaucoup de couples, malheureusement, qui ne communiquent pas, soit parce qu'ils disent on n'en a pas besoin, de toute façon, on se comprend très bien, soit c'est parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce que commun, c'est confrontation. Confrontation, c'est différence. Différence, c'est clash. Maintenant, on se retrouve dans une espèce de compte à rebours. C'est que très vite, il faut travailler assez pour avoir un crédit, pour que l'autre, quand je lui parle, il ne tombe pas dans le clash. Ce qu'on appelle en français la confiance. Parce que c'est quoi la confiance dans un couple? Les gens y croient que Hazou Shalom, quand il me dit qu'il part à Montpellier en stage, il n'est pas à Béziers avec la secrétaire. Non. C'est pas ça la confiance. La confiance, écoutez bien, la confiance, c'est quand l'autre me fait une remarque et que je ne le prends pas comme un reproche. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que vous pouvez compter sur les doigts de la main d'un manchot. C'est très rare. C'est-à-dire que l'autre me fait une remarque et moi, je ne suis pas dans la rivalité, je ne suis pas dans les nerfs, je ne suis pas dans la vexation, je ne suis pas dans la susceptibilité. Ouais, pourquoi tu prends pour mon père, tu prends pour ma mère, tu me laisses vivre, tu me saoules, tu me prends la tête. Mais chérie, on a fait 5 enfants ensemble, on n'arrive pas à parler. Donc vous comprenez une chose extraordinaire, c'est qu'en fait, l'ennemi public numéro 1 du couple, c'est l'Yetzer Hara. Le genou, le Satan, le mauvais esprit, la zone d'ombre chez Freud. Appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a une entité qui existe, qui s'appelle le Yetzer Hara. Maintenant, nous, on l'appelle le mauvais penchant. Moi, je lui ai la vérité, même enseigné à des goïms, des psychologues, des psychanalystes. Ils entendent très bien ça. Mais des fois, j'ai dit, ça suffit, encore Yetzer Hara, c'est bon. Alors, je vais vous faire comprendre l'idée en 5 minutes. Donne-moi la bouteille, s'il vous plaît. Vous avez une bouteille, là. Vous la voyez? Oui, non, si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez. Alors, elle fait 150 centilitres. C'est-à-dire que quand elle est pleine, fermée et neuve, elle contient combien? 150 centilitres. Si je l'ouvre et je la vide dans une bassine, il y a combien d'eau dans la bassine? 150 centilitres. Combien il manque dans la bouteille? 150 centilitres. Super. La bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. Ce que tu vas trouver dans la vie, c'est exactement ce qui manque dans la personne. Par exemple, toi, tu as un gros problème de communication avec ton mari. Le Satan, il va t'envoyer un collègue de travail très communicant. Tu as une femme qui te fait jamais de compliments, il va t'envoyer une secrétaire très communicante. Toi, tu as un problème d'argent en ce moment. Il te manque, par exemple, tu as pris 100 000 dans la caisse parce que ton beau-frère t'a dit écoute, je suis très mal, j'ai emprunté à des Turcs, il me faut 100 000. Il n'y a pas de problème, c'est mon beau-frère, la famille, tu prends dans la caisse de la société. Bon, il t'a dit dans 15 jours, ça fait 8 ans. Chaque fois que tu lui dis quand est-ce que tu vas me les rendre, il dit est-ce que je suis prophète? D'accord? Donc tu sais qu'il ne te les rendra pas. Mais là, maintenant, tu as reçu la lettre contrôle fiscal dans 2 semaines. Tu vas mourir. Et toi, tu es dans l'import-export, dans le transport. Et il y a un gars qui rentre chez toi, il dit bonjour, monsieur Bénichou, voilà, on a besoin de faire du transport entre Paris et Marseille. En fait, ce sont des matières premières, du sucre en poudre précisément, conditionné en sachet de 1 gramme. On fait une première opération, 100 000. Et celle-là, on ne la déclare pas de facture, on paye en cash. Toi, tu dis, attends, c'est pas possible, il manque 100 000. Contrôle fiscal, ils vont se rendre compte qu'ils vendent 100 000. Je vais aller en tôle. Lui, il vient, il me propose 100 000. C'est Mina Shamaim. Alors qu'en fait, c'est Mina Satanim. Comme moi, les gens me disent, écoutez, Ravan Chetrit, ok, je sais que vous êtes rabbin, je sais que vous n'allez pas me dire ok, mais écoutez, tout ce qui ne va pas chez ma femme, je l'ai trouvé chez cette femme. Les qualités que ma femme n'a pas. Mais exactement, mais c'est grave. Elle finit mes phrases, on se connaissait d'avant, le truc que les 2 grands-mères se connaissaient à Tunis, elles se sont promises l'une à l'autre, maintenant elle a fait sa vie, elle s'est plantée avec un mec, moi je me suis planté avec ma femme, maintenant on se retrouve les deux dans une bar mitzvah elat. C'est Mina Shamaim. Mais rave, si je vous dis, on se comprend, on se ressent, on se clique, on a écouté les mêmes musiques, et l'autre elle est une femme, elle fait la gueule, elle est disponible, elle est gentille, elle est hnina. Alors je vais t'expliquer une chose, mais ça c'est très important de comprendre ça. Le Yetzer Hara, dans le moussard, il s'appelle chasser, il s'appelle le manque. En psychologie aussi. Ouais. Maintenant, on a dit que
ce qu'il y a dans la bassine, c'est ce qui manque dans la bouteille. Vous vous rappelez ou non? Donc maintenant, quand tu prends un objet et que tu le mets dans le moule où il a été fabriqué, tu ne t'étonnes pas que ça va exactement avec le moule, puisqu'il vient de là-bas l'objet. Maintenant, la force du Yetzer Hara, c'est pas seulement qu'il va t'envoyer exactement ce que tu as besoin, et ce que tu as besoin, c'est ce qui te manque, c'est qu'il va d'abord créer le manque avant de créer de quoi le combler. Vous me suivez ou non? Donc d'abord, il te crée un manque de confiance en toi, et après, il t'envoie quelqu'un qui abuse de ta gentillesse. Oui, comme si toi tu vas dire des mots méchants à ta femme. Après tu dis mais pourquoi je ne les dis jamais à personne, je les dis à elle. Ton Yetzer Hara il t'a mis ces mots-là. C'est comme ça. Toi tu vas dire des confidences que ton mari t'a dit je t'en prie ne le dis jamais. Et toi tu es dans un énervement à table de Pessard tu sors ça. Pourquoi t'as dit ça? Tu avais juré, je t'ai raconté ma jeunesse, ma souffrance, les attouchements par mon cousin. Et toi qu'est-ce que tu fais? Tu racontes ça à table de Pessard. Oui mais tu m'as fait de la peine parce que tu m'as pas dit bonjour quand je suis rentré, tu m'as pas dit Raksaméar. Mais non, elle-même, elle regrette. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai dit ça? Mais je suis folle, mais je suis malade. Et regarde cette phrase, écoute cette phrase, comment elle est violente. La personne a dit, excusez-moi, mon amour. C'était plus fort que moi. Pourquoi les gens, ils ne s'écoutent pas parler? Alors, je, tu, il, nous, vous, il. C'est des pronoms personnels. Mais c'est apostrophe. C'est impersonnel. Donc, c'était plus fort que moi. C'est-à-dire qu'il y a un truc impersonnel en moi qui est plus fort que moi et qui fait des choses à ma place. Quand quelqu'un dit j'ai parlé, ça m'a échappé. Mais t'as roté ou t'as parlé? Donc quand quelqu'un, si je ne suis pas en maîtrise de mon Yetzer Hara, si toi tu n'es pas en maîtrise de ton Yetzer Hara, et si nous deux on n'est pas en maîtrise de notre Yetzer Hara, alors il faut savoir une chose, c'est très très important. Quand tu veux connaître l'essentiel du mitzvah, il y a deux manières. Soit tu vas étudier tout ce que la Torah elle dit sur cette mitzvah-là, soit tu vas regarder le Yetzer Hara de la mitzvah. Par exemple, l'Amida, la prière, la mitzvah c'est de se concentrer. Donc le Yetzer Hara c'est de se déconcentrer. Le Ikar de la Tfila, Kavana. Le Kriyat Shema, la lecture du schéma, la mitzvah c'est de lire doucement. Le Yetzer Hara c'est de lire vite. C'est normal que tu le connais par cœur. Eh bien, la mitzvah dans le couple, c'est de faire un. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est de faire deux. Vous avez compris l'idée ou non? Maintenant, tout ce qui va dans le sens de la fracture, tout ce qui va dans le sens de la séparation, mais pas la séparation, chas shalom, du guet et tout, parce qu'avant de divorcer, il faut divorcer. Et avant de divorcer, il faut se marier. Maintenant, les gens qui ne sont pas mariés, ils n'auront pas de mal à divorcer, puisqu'ils n'étaient pas mariés. Et les gens qui sont mariés, ils ont du mal à divorcer, parce qu'ils sont mariés. Quand tu maries des couleurs, voilà, tu prends du vert, tu dis rends-moi le bleu. C'est fini, papa. On a marié des couleurs. Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on est différents et que le plus rapidement possible, il faut qu'on fasse un. Et quand on fait un, on n'arrive plus à faire deux. Alors, les gens, non seulement ils font pas deux, ils font pas un parce qu'ils font continuer à faire deux, mais en plus, ils arrivent à faire trois. Ça s'appelle l'adultère. Mais d'où il vient le 3? Parce qu'il y avait deux. La preuve là. Il y a une main ou deux mains là? Il y en a une ou deux là? Là, vous suivez vous? Ouais. Il y en a deux. Écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est très très violent, mais c'est très vrai. Si les deux mains, je les colle comme ça, mais fort, 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 est-ce que je peux mettre une troisième main? Non. Oui, non? Alors comment cette personne elle est rentrée dans notre vie? Il y avait de la place. Comment la drogue elle est rentrée entre toi et ton fils? Il y avait de la place. Comment la secrétaire elle est rentrée? Il y avait de la place. Comment le collègue de travail il est rentré? Il y avait de la place. Ah, mais je comprends, on était mal en ce moment, et puis sexuellement, c'est pas ça, et puis ça fait 14 mois qu'elle est Nida, et puis elle a beaucoup grossi, et puis lui, il est plus attentionné, et puis elle est pas gentille, et puis elle est nerveuse, et puis elle est typée, Regarde, le Yetzer Hara, il est en train de préparer le manque. Ouais. Et après, il va te proposer de quoi le combler. C'est comme si un poisson, il nage, il est tranquille dans la rivière, détente. Et d'un seul coup, il voit un ver de terre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce ver de terre? Parce qu'un ver de terre, s'il est vivant, il flotte. S'il est mort, il est au fond. Qu'est-ce qu'il fait entre deux eaux, celui-là? Donc toi, si tu crois en Dieu, si tu crois pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si tu crois en Dieu, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est pas seulement de manger kasher, de faire Shabbat, de s'habiller avec pudeur. Ça, c'est évident. Ça s'appelle le Shulchan Aruch, parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion. D'accord? Donc, la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Ça s'appelle en français concerné, mais en un seul mot.
C'est-à-dire que si j'ai un problème avec mon enfant, je suis concerné. Je dis pas c'est le problème de ma femme. Si j'ai un problème avec la peur, je dis pas c'est parce que tu me fais peur, c'est parce que je suis fragile. Si je me mets en colère, je dis pas c'est parce que tu m'énerves, c'est parce que je gère pas mes nerfs. Vous me suivez ou non? C'est ça concerné, ça la émouna. Donc quand toi tu vois une réalité en face de toi, ou tu vois une réalité en face de ta femme, ou tu vois une réalité en face de votre couple, tu dis comment ça se fait que notre couple maintenant il est touché par la colère? Pourquoi notre couple il est touché par Chas v'Shalom, un soupçon d'adultère? Pourquoi notre couple il est touché par un problème d'argent? Il faut qu'on réfléchisse tous les deux. Là, il y a 2 jours, une femme elle m'a téléphoné, Rabbi Chetri, ça va pas du tout, il y a rien qui sort, tout le business de mon mari ça marche pas, ce truc, moi j'arrive pas à l'aider, je trouve pas. Je dis écoutez madame, il y a de la colère dans la maison, non? Elle me dit oui, il y a beaucoup de colère. La colère amène la pauvreté. Elle me dit mais c'est incroyable. C'est comme ça, la colère amène la pauvreté. Je dis mais vous savez c'est son caractère. Eh ben écoute, on va trouver une pierre tombale, une tombe, on va faire une collecte, c'est pas possible. Parce que c'est quoi la colère? La colère, c'est que l'autre il meurt quand moi je suis vivant. La patience c'est quoi? C'est que moi je me tue pour que toi tu restes vivant. Donc il y en a un des deux qui va mourir. Alors si tu tues ton Yetzara, l'autre il est vivant. Si toi tu laisses vivre ton Yetzara, l'autre il meurt. Parce que pour faire la guerre, la paix avec l'autre, il faut faire la guerre avec soi. Maintenant toi tu veux pas la paix avec toi. Tu veux pas. Tu dis moi je m'en fous, c'est mon caractère. Je gueule, je crie, je chie, je pue. C'est comme tu veux, Baba. Mais après, tu dis, c'est quoi, comment ça se fait que personne ne m'aime, je suis tout seul, ils n'ont même pas voulu venir à la bar mitzvah, j'imagine même pas que c'est qui va venir à l'enterrement. Mais toute ta vie, tu as été chiant. Toute ta vie. Comment tu veux qu'on t'aime après ta mort? Au contraire, tout le monde ils vont tellement soupirer fort qu'il y a un immeuble qui va s'envoler. Ou tu fais le contraire. Tu es tellement bon, tu es tellement gentil, tu es tellement parfait, que les gens ils disent, mais comment le monde va continuer sans lui? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu es en maîtrise de ton Yetzirara, tu commences à exister. Si toi tu es en maîtrise de ton Yetzirara, tu commences à exister. Si nous deux on est en maîtrise de notre Yetzirara, parce que Yetzirara de l'homme, Yetzirara de la femme, Yetzirara du couple. Par exemple, il y a des gaffes que tu ne fais jamais, tu vas les faire avec ta femme. Toi, il y a des mots que tu ne dis jamais, tu vas les dire à ton mari. Tu dis, mais attends, mais c'est pas possible. Alors je vous dis, l'idée c'est très simple. C'est qu'en fait, on appelle ça en français l'hypervigilance. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept, ils appellent ça l'hyperconscience. D'accord? Ça veut dire que perpétuellement, je dois être en hyperconscience de mon couple. Je dois être en hyperconscience du shalom. Je dois être en hyperconscience de mes enfants. Je dois être en hyperconscience de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Les gens qui ont la crainte de Dieu, Yirat Shamayim, Hafallah. Non, mais c'est quoi la crainte? La crainte de Dieu, combien qui passe sur la tête? C'est pourquoi faire? C'est pour se rappeler qu'il y a Dieu. Moi, je voyage beaucoup. Souvent, tu passes les aéroports comme ça. Donc, quand il y a un nouveau là-bas, en moyenne 1 fois, 2 fois par semaine, je prends l'avion. Donc, je passe la sécurité, la ceinture, l'ordinateur, produit liquide, électronique, appareil photo. Ok. C'est l'habitude. Et quand je vais, le gars il me dit enlevez monsieur, la calotte. Des fois, il dit la kippa. Je dis je l'enlève pas. Ah si monsieur, écoutez, attendez, je suis à truc. Et moi j'avance, je fais genre j'ai pas entendu. Et je passe. Et le mec qui me court après, il me dit je comprends pas monsieur, je vous dis de l'enlever, vous devez obéir, hein. Je suis assez remonté, moi aussi je suis assez remonté. Qu'est-ce que vous dites? D'accord. Alors il me dit mais pourquoi vous voulez pas l'enlever? Je dis bah c'est pour protéger ce qui est en dessous. Il me dit qu'est-ce qui est en dessous? Je dis ce que vous n'avez pas. Un cerveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es rabbin, même si tu es rav, et même si tu es chacham, tu dois avoir. Le Yetzirah, il ne s'est pas arrêté à l'entrée de Jérusalem. D'accord? Donc, moi j'ai un Yetzirah, toi tu as un Yetzirah, lui il a un Yetzirah, elle a un Yetzirah, les enfants ils ont un Yetzirah, chacun a un Yetzirah. Maintenant le problème c'est que la seule manière de grandir, c'est de surmonter ce qu'il te propose de rapetissir. Donc l'épreuve, si tu la surmontes, elle te fait grandir. D'accord? Si tu la subis, elle te détruit. C'est pour ça que quand on a passé un Shabbat pourri, parce qu'il y a eu des petites remarques à l'entrée de Shabbat, après on dit écoute, mon amour, c'est dommage. Oui, mais je comprends, je suis rentré, j'étais fatigué, j'étais énervé, il y a beaucoup d'embouteillages. Ouais, et moi je suis fatigué avec les gosses, tu m'as laissé avec les petits, t'as été voir ta mère pour dire Shabbat Shalom, et moi maintenant, je me suis pris les gosses jusqu'à 8h. Mais toi, tu as des problèmes, moi j'ai des problèmes. Mais nous deux maintenant, on est dans la merde, puisque maintenant on a passé un Shabbat pourri. Donc si j'avais dit écoute, tu as des problèmes, j'ai des problèmes. D'accord? Moi, je vais gérer mes problèmes, toi, tu vas gérer les tiens. Et ensemble, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour le couple. C'est pour ça, d'ailleurs, que, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que statistiquement, c'est vérifiable. Quand on va aux toilettes,
on y va seul. C'est vrai, même quand c'est marqué toilette publique, il n'y a pas 2, 3 cuvettes avec des journaux, un téléviseur, des boissons. Non, il y a une seule cuvette. Ça s'appelle une cuvette de toilette. La douche, c'est pareil. On rentre à la douche, on va seul. Tu dis pas, bon, allez, on se lave à 3, à 4. Même les Suédois qui sont très très cool, ouais, ils disent, écoute, pour la douche, même ton fils, il a 17 ans, tu dis, vas-y, mon fils, je vais te frotter le dos. Tu dis, maman, écoute, j'ai 17 ans, écoute, je t'ai vu tout nu, je t'ai accouché. Oh, ouais, écoute, bon. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va aux toilettes tout seul et pourquoi on va à la douche tout seul? C'est un grand fridouche de Ben Chetrit. Les endroits où tu te débarrasses de ta crasse, tu n'es pas obligé de faire venir les gens que tu aimes. Donc ton mauvais caractère, ton mchon, tes problèmes, tes soucis personnels, tes angoisses de poids, tes angoisses de nerfs, tes angoisses de la jeunesse, il y a des spécialistes, il y a des psychologues, il y a des toilettes, il y a ce qu'il faut. Ouais. Mais tu vas pas pourrir la vie des autres à cause de tes problèmes personnels. Tu vas aux toilettes et tu fais ce que tu as à faire. Tu vas chez le psy et tu fais ce que tu as à faire. C'est ça que ça veut dire que le mauvais qui est en toi, tu le gères toi. Mais le bon, tu le donnes à l'autre. Les gens, ils font l'inverse. Le bon, il se le garde et le mauvais, il le donne. Maintenant, le mec qui a tout le temps quelqu'un qui lui renvoie du mauvais, la fille qui a quelqu'un qui lui envoie toujours du mauvais, pourquoi elle va rester avec quelqu'un qui lui renvoie que du mauvais? Et je te dis, ils vont user le réservoir de patience et le jour où il est vide, vide, et que l'autre, elle se lève pour dire c'est fini, le mec, il dit, je suis prêt à changer. Le problème, c'est que même les constructeurs automobiles te le disent, il ne faut jamais rouler avec une voiture quand il y a presque plus d'essence. C'est dangereux. Maintenant, quand toi, tu vas mettre le plein à ta femme et elle va mettre le plein chez toi, et que tu seras toujours trop, et elle sera toujours trop, et que toi, tu seras trop heureux, et elle soit trop heureuse. Une fois, j'ai dit à un gars, je dis, voilà, tu fais comme ça et comme ça, et comme ça, ta femme, elle va être super. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, ah, mais elle va être trop heureuse. Je peux vous dire que j'ai lu Kafka quand j'étais jeune. Mais ça, c'est pas Kafka, c'est pire, c'est Kafka, mais sans le F. C'est un niveau incroyable, d'accord? Je dis, mais ça veut dire quoi, elle est trop heureuse? Maintenant, c'est comme si tu dis, mon fils, il est trop intelligent, t'as peur de l'Ainara ou quoi? Ils sont bizarres, les gens. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand toi, tu donnes le maximum pour le bonheur de l'autre, c'est comme si tu es milliardaire. Ouais. Et toi, tu es milliardaire. Parce que si tu as une femme épanouie, tu es milliardaire. Si toi, tu as un mari heureux, tu es milliardaire. Les deux. Maintenant, on a des soucis. C'est pas que tout est rose et tout est... On a des problèmes. Mais les problèmes, je te dis, écoute-moi bien. Les problèmes, les problèmes personnels, on les gère séparément. Les problèmes de couple, on les gère ensemble. Maintenant, puisque les problèmes, quand on les gère ensemble, ça crée de la solidarité, c'est bien. Par exemple, on va parler les deux de l'éducation, c'est normal. Ça va nous rapprocher. On va parler les deux du projet de la maison, ça va nous rapprocher. Mais maintenant, toi, tu as des soucis au travail. Tu n'as pas besoin de saouler ta femme. Toi, tu as des soucis parce que tu t'es cassé un ongle et ça t'angoisse. Bon, va te faire un ongle. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand on a une situation, parce qu'encore une fois, vous croyez en Dieu, non? On a dit que croire en Dieu, c'est de se sentir concerné. Maintenant, quand tu es en face d'un miroir, souvent le reflet du miroir ne fait que refléter la personne qui est en face. Ça va ou c'est trop abstrait là? Ça va? Mais si on est deux, il y a deux reflets. Maintenant, quand on vit une situation qui nous concerne les deux, par exemple, je viens d'acheter la dernière BM coupée, toi tu me dis mon amour, laisse-moi l'essayer, il faut que je la montre à toutes mes copines de Saint-Mandé. Si ça m'envoie mon amour, 140 000 €, fais-toi plaisir. Elle démarre, après, oh là là, purée de mince, j'ai pas appelé l'assureur. Et il entend BAM! Un camion de poubelle à l'avant, un camion citerne à l'arrière. Voir le prospectus de BM. Elle monte, elle dit mon amour, la voiture elle est morte. Oh, dommage, j'aurais préféré l'inverse. D'accord. Mais ça veut dire quoi? C'est rien. Maintenant, elle a fait une grosse gaffe. Elle a pris la voiture. Et lui, il l'insulte comme un poisson pourri. Maintenant, elle a fait 80% de la gaffe, elle a cassé la voiture. Lui, il a fait 20% de la gaffe, il l'a insulté. Alors que la pauvre, elle a eu peur, et en plus, elle a accouché 6 fois. Et la dette de 6 accouchements, c'est à peu près 28 vies pour rembourser. Ouais. Des fois, c'est le contraire. C'est lui qui a fait 80% de la gaffe. Par exemple, elle est partie en avance à Eilat pour les vacances. Et lui, il rejoint dans une semaine, c'est normal, les chefs d'entreprise, responsables. Et puis, il a eu un coup de cafard, il a dit, tiens, je vais parler à quelqu'un qui me connaît. On va passer une soirée tranquille, et j'ai besoin de m'ouvrir mon cœur. Qui l'a appelé son ex?
Et les copines, bien sûr, les copines bien intentionnées, elles appellent Jennifer. Il dit, Jennifer, ton mari, il est boulevard Voltaire, au resto avec son ex. Elle est avec les 4 enfants, et là, elle va mourir de crise de nerfs. Et lui, il est détendu, en train de raconter ses problèmes de cœur et ses problèmes d'intimité avec son ex. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'insulte. Lui, il a fait 80% parce que t'as mal au cœur. Tu parles à quelqu'un, mais parle pas à ton ex. Va voir un psy, je sais pas, fais un numéro de téléphone au hasard. D'accord. Mais donc lui, il a fait 80% de la gaffe. Il a été voir son ex. Elle a fait 20%. Elle n'a pas jugé positif. Elle l'a insulté. Maintenant, tu prends une situation à 100%. D'accord. Donc là, une fois c'est 80, une fois c'est 80, une fois c'est 20, une fois c'est 20. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Si vous croyez en Dieu, encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Le prosélytisme n'existe pas chez nous. Ouais. Donc, si vous croyez en Dieu, si toi tu as cassé la voiture, tu dois t'occuper de tes 80%. Si toi tu as insulté, tu dois t'occuper de tes 20%. Maintenant, quand moi je vais dire, mais comment ça se fait que j'ai plus insulté? C'est la mère de mes enfants, mais je suis un malade mental, je suis fou, c'est honteux ce que j'ai dit. Ok, la colère, ok, mais alors elle est sortie vivante, Baruch Hashem, j'aurais dû me maîtriser, je dois avoir la gvoura, je dois avoir la maîtrise. Et elle, c'est pareil, elle dit, mais je suis idiote, je suis folle, j'ai pris la voiture. Soit disant, il va rien arriver, mais c'est une voiture à 130 000 euros. Mon mari, il a travaillé 10 ans pour la payer. Moi, je l'ai cassé contre un mur. Parce que je suis une khmara de vouloir frimer avec mes copines là-bas à Saint-Mandé. Donc, toi, tu vas travailler sur ce qui te concerne. Ouais. Et toi, tu vas travailler sur ce qui te concerne. Maintenant, la situation, elle vous arrive aux deux. Et vous croyez en Dieu. En Dieu. Donc, vous êtes concernés les deux. Maintenant, quand toi, tu vas t'occuper des 80 qui te concernent et toi des 20 qui te concernent, puisque l'épreuve, elle t'a été envoyée à toi, c'est pour que tu évolues personnellement. Donc, tu vas grandir de cette épreuve. Toi, tu vas dire jamais plus j'insulte. Il faut que je fasse tous les jours, que j'apprenne à la respecter, que je comprenne, que j'ai la reconnaissance, que je remplisse un cahier entier de ses qualités. Comme ça, jamais ça va m'arriver un accident, Shalom, de l'insulter. Et toi, c'est pareil. Maintenant, je dois prendre conscience, je dois pas être tête en l'air, je dois pas être folle de prendre la voiture qui n'est pas assurée. Donc toi, tu vas faire tes chouvas sur ton inconscience et lui, il va faire tes chouvas sur son manque de respect. Mais ça, c'est chacun au niveau personnel. Ça va? Maintenant, je sais que ce que je dis, ça a l'air évident. Mais qu'est-ce qui se passe dans les 3/4 des cas? Le mec qui a fait les 80, il a tellement l'archouma d'avoir fait 80, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'occuper des 20 de l'autre. Ok, j'ai cassé la voiture, mais t'as vu comment tu m'as parlé? Ok, je suis sorti avec mon ex, alors que je suis marié depuis 15 ans. Mais ok, mais t'as vu comment tu m'as insulté? Donc qu'est-ce que je fais? Je suis tellement orgueilleux de ne pas me remettre en cause, que je vais t'accuser des 20% d'erreurs que tu as fait toi, qui en fait sont générées par moi. C'est le conflit israélo-palestinien, il ne s'arrêtera jamais celui-là, parce que chacun nourrit l'autre. Ouais. Donc non seulement que moi, je ne vais pas évoluer, puisque je fais un transfert de culpabilité sur mon erreur à moi. Je la renvoie chez toi. Donc toi, tu me renvoies ton erreur, et moi, je te renvoie mon erreur. Donc déjà, perso, on n'évolue pas. Et à part ça, puisque ça nous arrive aux deux, c'est-à-dire que c'est une épreuve que le bon Dieu l'a envoyée, pour notre couple, que notre couple, il doit sortir plus fort et plus grand et plus solidaire. Mais comme chacun s'occupait du problème de l'autre, personne ne s'occupait du problème personnel, ni du problème du couple. Donc du coup, c'est un coup pour rien. Donc le bon Dieu il va être obligé d'envoyer une épreuve encore plus grande pour avoir la solidarité, puisque la solidarité vient de l'épreuve. Ça sera un enfant malade, ou une dépression, ou la perte d'un proche. Parce que déjà un accident de la route, tu n'en as pas profité pour faire de la solidarité. Alors qu'est-ce qu'il faut? Une leucémie. Vous comprenez cette logique ou non? C'est-à-dire que c'est toi qui génère la gravité de l'épreuve. Toujours, je donne cet exemple. Après, je vous laisse tranquille parce que ça fait 1h25, 02 que vous subissez. Je sens qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe, mais je vais arrêter. Non, je sais que vous êtes fatigué, mais imaginez-moi, c'est moi qui travaille, d'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Il y a un gars qui dit à son copain, je t'en prie, réveille-moi à 5h. Le mec, il dit, attends, je te réveille, tu me réveilles, coûte que coûte. Tu me réveilles, je te réveille. Tu me réveilles, je te réveille. Compte sur moi, je suis ton frère, je suis ton ami. Ok. Il arrive 5h, le mec il se réveille pas. Alors il dit, David, lève-toi, David. Bouge, David, c'est 5h. Il se réveille pas. Il le pousse, il se réveille pas. Il le fait tomber du lit, il se réveille pas. Il le piétine, il se réveille pas. Il lui jette un seau d'eau, il se réveille pas. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 fils électriques, dénudés des 2 côtés, un morceau dans la prise, un morceau dans la bouche. Ah! Que le mec qui saute en l'air, 220 volts. Oh, alors là, je peux te dire qu'il est au courant. D'accord? Lui qui se plaignait toujours de ne pas être branché. D'accord? Il se réveille comme ça, comme un fou. Il dit, mais t'es un malade! Tu m'as mis le fil électrique dans la bouche. Il dit, mais Baba, d'abord je t'ai parlé. Après je t'ai crié. Après je t'ai jeté. Après je t'ai piétiné. Après je t'ai trempé. Après je t'ai branché. Ça va? Alors écoutez cette phrase, aussi de Ben Chetri. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil.
Si tu dors profondément sur tes enfants, n'attends pas de trouver une seringue en dessous du lit. Déjà, quand tu vois qu'ils s'isolent, déjà qu'ils sont dans l'hypocrisie, déjà qu'ils te mentent, ils disent qu'ils font ça, ils font autre chose. Quand tu sens une odeur bizarre dans les toilettes, tu te dis que c'est des tiges de cerise. De cerise. Qu'il n'a pas confiance en lui, qu'il est mal dans sa tête, qu'il est très influençable. Le terrain, il est prêt. Vous me suivez ou non? Les roses ne poussent pas sur du granit, ils poussent sur la terre, meuble. Donc toi, tu connais ton terrain, tu connais le terrain de ton fils, tu connais le terrain de ton couple, donc tu sais qu'est-ce qui peut pousser, quel genre de khara il peut pousser. Maintenant, sache que les mauvaises herbes, elles poussent toutes seules, c'est pas la peine de les planter. Donc si tu n'es pas en hyper-vigilance, de faire attention, d'avoir un contact avec lui, d'être franc avec lui, de lui donner une belle image de Dieu et de la Torah, donc le jour où il va avoir un Yetzirara, il va dire « Ah, mon père, il ne m'écoute pas, ma mère, c'est Ahmara, et mon copain, il me fait kiffer. Où il va aller ?» Alors que si toi, tu es comme ça avec lui, comment il va rentrer le shit? Parce que vous êtes comme ça. Il pourra pas, il dira à mon père, je peux pas faire ça à mon père, je peux pas faire ça à ma mère. Mais s'il dit qu'il s'en a à foutre, de toute façon c'est une machine à fric, mon père il me regarde même pas, ma mère elle est occupée toute la journée à choisir une jupe qui va avec ses ongles, d'accord? Ça veut dire que quand j'ai créé le vide, j'ai comblé le vide. Ça c'est le deuxième exemple avec la bouteille, c'est que cette bouteille, elle était pleine d'eau. Quand on l'a vidée, il y a de l'air qui est rentré. Qui c'est qui a mis l'air? Vous savez, la nature n'est pas le vide. Donc quand vous enlevez l'eau, l'air rentre. C'est pas que l'air il reste dehors, il dit j'hésite, j'arrive pas, Behawad après vous. Non. Dès que vous enlevez l'eau, l'air il rentre. Donc, qui c'est qui a mis l'air? Celui qui a enlevé l'eau. Celui qui a enlevé l'eau. Ah, kolakavod. Donc quand tu enlèves la Torah, la Touma elle rentre. Quand tu rentres la Torah, la Touma elle sort. Quand tu mets la bonne ambiance, la mauvaise ambiance elle s'en va. Quand tu mets pas la bonne ambiance, la mauvaise ambiance elle vient. Quand tu mets pas la confiance, le soupçon il vient. Vous suivez ou non? Quand tu mets pas la simcha, la ramma elle vient. Tu dis mais j'ai rien fait. Mais si c'est ton problème, c'est que tu n'as rien fait. Donc ça veut dire que nous sommes obligés, en tant que personne, et encore en plus en tant que parents juifs, d'être dans une vigilance personnelle, continuelle. Maintenant, si vous allez dire ouais mais c'est fatigant, on a un peu besoin de se détendre. Alors je vous explique, la vigilance perpétuelle pour quelqu'un de 30 ans, ça s'appelle la maturité. Ça ne devrait pas demander un effort. Comme une maman, elle est en train de parler avec sa copine au parc, mais elle sait très bien où est-ce qu'ils sont ses gosses. Elle dit pas, bah, attends, il en manque un. Ben non, c'est une maman, non? Et un papa, c'est pareil. Il a le souci, c'est normal. C'est pareil. Toi, tu es un patron. Ton souci, c'est que tu veux payer les employés à la fin du mois. C'est pas qu'on arrive le 30, tu dis quoi, déjà, un mois? Bah bien sûr. Mais déjà, le premier du mois, tu penses au 30, comment tu vas les payer? Au moment où tu prends la marchandise du fournisseur, tu penses comment tu vas le payer, sinon c'est que tu es un voleur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vigilance permanente, que nous on appelle la hirat shamaim, la crainte de Dieu, qu'eux ils appellent la maturité, mais dans les deux cas, on ne peut pas se permettre de la débrancher. Parce que puisque le vide n'existe pas, donc quand tu n'es pas en vigilance personnelle, automatiquement, puisque le vide n'existe pas, les Yetzirah, ils rentrent à la place. C'est pour ça que c'est marqué Ena Yetzirah Sholet et la Bemi Sheino Besimcha Vemi Shelibo Panoui. Le Yetzirah ne s'attaque et ne gouverne que les gens qui ont la tête vide et les gens qui n'ont pas la Simcha. Parce que c'est quoi la joie? La joie, c'est la satisfaction d'être. La satisfaction d'être, elle vient du fait que tu as obtenu un résultat. Le résultat, il vient des moyens que tu t'es donnés et des efforts que tu as fournis et des objectifs que tu t'es fixés. Donc quand tu n'as pas d'objectif, tu es vide. Quand tu es vide, ça rentre. Vous me suivez ou non? Si toi, entre toi et ta femme, il y a de l'espace, il y a de la place pour autre chose. Ouais. Si entre toi et l'autre, il n'y a pas la confiance, il y a de la place pour la polémique. Il y a de la place pour le doute. Il y a de la place pour les nerfs. Il y a de la place pour tout. Mais si la chose, elle est pleine, parce que toi, tu es plein, ton couple, il est plein, tes enfants sont pleins, ta Torah, elle est claire, ta vie, elle est claire, comment il peut rentrer? Et là, c'est la dernière phrase de Ben Chitrit que je vous lis pour ce soir. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si tu es vide, ça rentre. Si tu es plein, ça rentre pas. Donc c'est à vous de décider. Est-ce que vous allez être des personnes construites? Est-ce que vous allez avoir un couple construit? Est-ce que vous allez avoir des enfants construits? Est-ce que vous allez avoir une émouna construite? Maintenant, si vous comptez sur M6 et sur Canal+,
ou sur l'ambiance, ou sur le fait que vous lisez, vous êtes abonné à psychologie, que vous faites une thérapie, que vous avez des amis sympas, que vous avez trouvé une forme d'équilibre entre la stripteaseuse et le mikvé, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a un espace. Yesh makom. Vous me suivez ou non? Maintenant, il sera toujours temps, a posteriori, de dire j'ai compris, il manquait de tendresse, il manquait de confiance, j'étais pas assez proche, on s'est pas assez investi, on n'a pas pris le temps, on n'a pas construit notre couple. Donc moi, étant donné que je passe ma vie dans le service après-vente, dans le Shalom Bayit, à rencontrer des gens qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Alors il y a 50% c'est un manque d'information et 50% c'est une paresse existentielle. Parce qu'on est des glandeurs. C'est plus facile de s'écrouler au fond du canapé que de se mettre au boulot, non? C'est plus facile de faire tomber un avion que d'envoyer une fusée sur la Lune. Parce que Miya Ale Be'ar Hashem ou Miya Kum Bimkom Kocho. Donc moi, personnellement, ça n'engage que moi, au pire j'ai raison, je vous conseille, puisqu'on est un petit groupe, et qu'on a fait le cours, les Hilul Nishmat de Maïsa Bat Esther, mais le cours en lui-même, c'est pas très intéressant. C'est juste des informations, vous auriez pu les entendre ailleurs. Ce qui est important, c'est est-ce que maintenant, à partir de maintenant, là, à 11h05, vous allez décider de vous prendre en main et de travailler, construire ou sauver votre couple. C'est ça qui compte. Ouais. C'est-à-dire que les 400 000 prospectus, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'impact. Maintenant, si vous avez écouté, vous avez rigolé, vous êtes reconnu, vous allez dire attends, depuis combien d'années il vit avec nous ce mec-là, c'est pas possible. Ouais. Ou le contraire, vous dites ok, on a constaté quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire en rentrant à la maison? Chacun va dire à l'autre, t'as vu ce qu'il a dit? Combien d'années, je te répète? Hamara. Et toi, le brel, le macho, là, le maro, ouais, le maroquinier. T'as entendu ce qu'il a dit? Ou alors, vous allez être des gens intelligents. Vous allez dire, moi, en tant qu'homme, ce qu'il a dit en tant qu'homme, je l'ai entendu. D'accord? Je ne me suis pas vexé, je n'ai pas fait le susceptible. Comme des fois, ils viennent me voir à la fin du cours. Ah, ben, je suis triste, vous avez été beaucoup dans le sens des femmes. Je dis, écoute, la prochaine fois, je ferai un cours sur la susceptibilité, qu'est-ce que je te dis? D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Moi, je parle pour les deux. En plus, j'aime beaucoup la vie et j'aime beaucoup ma famille. Donc, quand je sacrifie une soirée en famille, c'est pas pour faire le clown ou raconter des bêtises. J'ai des goïms qui me proposent 15 000 euros par cours. Alors, vous savez, quand je viens ici, je suis pas vraiment dans un esprit d'argent ou de faire du spectacle. Donc, c'est quoi l'idée? C'est d'essayer de donner la chance. Parce qu'il y a un cancer dans notre société qui s'appelle le Shalom Bayit. Il y a 1000 mariages par an et 600 divorces. Je ne sais pas si vous faites le calcul. Ils ont calculé que dans 25 ans, il y aura 20% de la population juive qui seront mariés. C'est que les gens, ils mettent des années à rencontrer quelqu'un et ils mettent des semaines à divorcer. Donc il faut que chacun, il se sente responsable de dire, allez, il faut travailler son couple. Moi par exemple, que je forme des gens pour sauver des couples. Je les forme. Mais moi, perso, j'ai jamais fait de formation de couple. J'ai des psychologues qui écoutent mes cours, des psychiatres, des psychanalystes, des coachs de couple, des coachs de comportement, des coachs d'entreprise. Mais j'ai jamais ouvert un bouquin de psycho de ma vie. Jamais. Moi, j'ai passé que le bac, c'est tout. Après, moi, j'ai fait une vingtaine d'années d'études. Mais c'est quoi l'idée? Restez calme. L'idée, c'est que vous avez une opportunité. Ça s'appelle en français la prise de conscience. Maintenant que vous avez vu un beau film américain et vous dites, allez, il faut qu'on le fasse. Vous étiez à l'enterrement d'un copain et vous avez vu sa femme en pleurs, vous avez dit, purée, est-ce que moi, ma femme, elle pleura tellement je l'ai fait chier, d'accord? Donc, toutes les opportunités, elles sont bonnes. Il y en a qui meurent avant pour essayer d'avoir quelques années de tranquillité, d'accord? Mais toutes les occasions sont bonnes de travailler. Moi, je vous dis, Baruch Hashem, plus de 34 ans de mariage, et je drague tous les jours ma femme. Tous les jours. Je dis, ah, c'est bon, ça va, on n'a plus l'âge et tout. Mais ça, toi, tu vieillis, mais ça, il est jeune. Je vois des gens aujourd'hui, c'est la nouvelle mode, les gens, ils divorcent à 70 ans, 80 ans. Il y a deux vieux, mais vieux, tout fripés, ils sont arrivés chez le rabbin. Ils ont dit, on veut divorcer. Le rabbin, il a dit, mais écoutez, quel âge vous avez? 102 ans. Bon, et votre femme? 98. Bon. Alors, le rabbin, il a dit, pourquoi vous voulez divorcer? Il a dit, je peux plus la voir. C'est normal. On s'entend pas. Mais c'est logique, à cet âge-là. On veut divorcer. Bon, le rabbin, la vérité, il a dit, écoutez, il n'y a pas dans la Torah une limite pour le divorce.
J'ai dit, mais juste une question, pourquoi vous avez attendu tellement longtemps? Ils ont dit, on a attendu que les enfants ils meurent. Donc ça veut dire quoi? Non mais, c'est de l'humour ashkénaze, vous pouvez pas comprendre. Donc c'est quoi l'idée? Elle est horrible, elle est horrible. Ah, j'en ai que des horribles, moi. Ça va? C'est atroce. C'est rien. C'est que le début. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Baruch Hashem, d'après ce que je vois, ouais, à part moi, vous êtes jeune, d'accord? Et vous avez bien écouté le cours, et je vous ai vu, vous avez rigolé. Sincèrement, j'ai vu personne faire la gueule, j'ai vu personne regarder l'autre en disant. J'ai vu aucune femme faire comme ça. Donc je sens que vous n'avez pas tous, Baruch Hashem, des niveaux de frustration qui feraient émerger des pleurs. C'est pour ça que les larmes sont salées d'ailleurs et non sucrées. Donc vous êtes bien, vous êtes positif, vous êtes jeune, vous êtes en pleine forme.